zéro devant. Voilà. Là, on Bonjour est les vraiment en amis, live. vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et du On 93. enregistré quand même, parce que s'il y a zéro devant, vaut mieux qu'on continue la discussion autour d'un On est en live là, donc voilà, aujourd'hui les amis, on est avec Bruno Gassio. Merci citoyen Bruno Gassio, nous accorder de ton temps. Voilà, Bruno Gassio qui est très engagé dans le combat pour le bien commun des Gilets jaunes. Et donc là, on va parler argent, pouvoir d'achat. Ouais. Alors, on a un plan, on va essayer de s'y tenir, ça va être compliqué. Pourquoi nous parler d'argent, déjà en introduction? C'est ça qui vous intéresse, très honnêtement. Après, il y a un deuxième, c'est le concept du bonus. Mhm. Qu'est-ce que le bonus, ce que tu as développé en fait. Et puis après, c'est ouvrir le sujet sur autre chose. Il faut changer, beaucoup, un peu, etc. Mais il faut changer en fait. Là, on a la nécessité du changement et le bonus, ce que tu as développé, bah, ça va dans ce sens-là. Ça sera la troisième partie. On va commencer tout de suite Il y en a avec... pour 5 heures. Donc, préparez-vous les gars. Voilà. Non, on va le faire très très court. Alors, introduction. Merci encore une fois, citoyen Bruno Gassio. Pourquoi nous parler d'argent aujourd'hui? Pouvoir d'achat, excuse-moi, pouvoir d'achat. Ben, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Et que. Non, Mais si, Mort, mais non. si. Nul, mais si. zéro. Mais si tu es honnête, qu'est-ce qui intéresse un humain? C'est d'aller mieux. C'est d'aller bien, déjà quand il peut, mais d'aller mieux que ce qu'il va. Y compris quand tu es très riche. Tu veux toujours aller mieux. Et dans la société telle qu'on l'a construite depuis l'ère industrielle, ce qui définit ta façon d'aller mieux et le moyen d'aller mieux, c'est la somme d'argent qu'on te donne en échange de ton travail subordonné. C'est ça qui fait que tout structure la vie en société. Donc on va parler d'argent, tu es bien obligé de parler d'argent. Sauf que, en parlant d'argent, on a immédiatement en tête qu'on va parler d'euros, qu'on va parler de salaire, qu'on va parler d'augmentation de salaire, il faut sans doute, mais ça ne sert qu'à une chose, tout ça, c'est à avoir un pouvoir d'achat qui fait qu'on peut aller un peu mieux que ce qu'on va aujourd'hui. Donc, partant de ça, je parle du monde tel qu'il est, pas du monde tel qu'il serait bon qu'il soit. Tel qu'il est aujourd'hui, le monde, vous êtes les gilets jaunes constituants, ce qui m'intéresse énormément, c'est constituants. Le monde dans lequel on est arrivé à cette aberration que quelqu'un qui a un salaire vit mal et que ce aller mal, c'est exprimé. Et que de plus en plus, on voit pourquoi ça va mal. C'est parce qu'on ne peut plus augmenter les salaires, compte tenu, nous dit-on, de la concurrence internationale, et que on ne peut pas, par l'impôt, récupérer l'argent que les plus riches accumulent, parce qu'on nous dit sinon ils s'en vont et ils n'investissent plus. Donc on est coincé. On est comme des rats de laborie. Tu vois le professeur Laborie dans son... les rats, on leur envoie une décharge électrique. Tant qu'il a une porte de sortie, le rat, il va relativement bien. Quand il n'a plus de porte de sortie, il dépérit, il devient malade, il s'énerve, et à la différence du rat, l'humain se révolte. Et il se révolte violemment. Et on en est... Pour l'instant, c'est plutôt très calme. Enfin, au niveau des révoltes. Toi, je sens que tu Non, souhaites non, que non, ça ne mais- soit pas longtemps. Non, mais au niveau des Gilets jaunes, t'es d'accord? C'est des pères et des mères de famille qui Bien sont sûr. montés à la capitale, dans les grandes villes, etc., sur les ronds-points. Ça s'est passé bon enfant, très bon enfant même. Bon, ok, les gens sont énervés, ils en ont gros, mais on est très respectueux et c'est vraiment en bienveillance. Tu as travaillé chez Camelot, toi, on en a gros. Non, Si, on en a gros. Non, mais j'aime bien. Non, mais je comprends. C'est en bienveillance, même sur les Champs-Élysées, ok, ça a été des symboles. Ok, il y a des gars, ils se sont fait nasser, t'étais sur les champs, tu t'es Alors, fait nasser, gazé, etc. Ne te défends pas parce que je t'attaque pas. Je comprends. Il y a une violence qui s'exprime. Elle peut s'exprimer de façon passive, la violence. Le fait d'être nombreux quelque part et ne plus bouger, ça peut être d'une violence terrible pour la société. C'est simplement des gens qui disent on ne participe plus à vos conneries. Et quand ça s'appelle la grève générale en fait. Si l'ensemble des gens qui sont productifs décident de ne plus produire, les gens qui récupèrent le maximum de cette production, c'est-à-dire le 1% qu'ils récupèrent,
va se dire merde, je récupère plus. Et il va bien être obligé de se tourner vers ces gens en disant bon, qu'est-ce que vous voulez pour recommencer à travailler? Qu'est-ce que vous voulez? Et ce qu'est-ce que vous voulez, il est très disparate. Il y a des gens qui veulent des choses et des gens qui en veulent d'autres. Il y en a qui veulent changer complètement la société, d'autres gens qui veulent juste des augmentations de salaire, d'autres gens qui veulent que les services publics soient plus efficients, d'autres gens qui veulent tout privatiser. Tout ça est très disparate. Et il faudra quand même écouter, parce que tout le monde se sera arrêté. Ce qui me donne aujourd'hui de l'espoir, pourquoi je viens vous voir? Aucune raison d'être là, moi je pourrais être au golf, ben, je préfère être là. C'est qu'aujourd'hui dans la rue, tu as des professeurs d'université, le HESS, mec des hautes études en sciences sociales, ils disent stop, ça marche plus. Les avocats, 100% des barreaux, grève. 100%, pas quelques-uns, 100%, grève. Ça bloque les tribunaux. Ça fout dehors des délinquants qui ont dû faire des saletés, j'en sais rien, peu importe. Mais ça, les mecs, erreur de procédure, hop, ils se retrouvent dehors. On crée un déséquilibre. Ce déséquilibre, il va falloir le rééquilibrer à un moment. Donc on espère, on a un certain nombre à espérer, que créons un déséquilibre par la passivité, ça ne veut pas dire la violence forcément, par la passivité d'une grève générale, eh bien les pouvoirs publics sont obligés de se tourner vers ceux qui produisent pour dire les gars, qu'est-ce que vous voulez quoi? Et là, on va pouvoir commencer à engager une discussion, on n'en est pas là. Alors, grève générale, ça nous amènerait sur le financement de la grève générale, les caisses de grève. On va faire des trucs sur les caisses de grève avec plein de gens. On est en train de mettre en place un collecton. On essaye de faire un truc avec tous les médias alternatifs, qui sont finalement des médias pas plus alternatifs que ça, parce qu'ils sont au moins autant regardés que les autres. Et on va essayer de faire une grande soirée le 17 pour que... 17 février. D'accord. Pour que des sociologues, des gilets jaunes, des syndicalistes viennent s'exprimer, disent le pourquoi ils vont mal à ce point-là, et pourquoi il faudrait continuer cette grève, et pourquoi il faut donner du pognon, parce qu'on en revient toujours pourquoi parler d'argent, parce que pour le mec, il faut qu'il mange, pour qu'il mange, il faut qu'il ait de l'argent, et il faut qu'on trouve de l'argent. Il y a de plus en plus de pauvres dans notre pays. Il faut rappeler deux choses, l'un au niveau national et l'autre au niveau international. L'un au niveau national, c'est qu'arrivé à la moitié du mois, plus de 20% des Français sont dans le rouge. Plus de 20% des Français. Ça, on a des fins de mois difficiles, surtout les 30 derniers jours. Oui. Mais on parlait déjà de et au niveau international, c'est le rapport de Oxfam avant Davos qui s'est tenu il y a quelques jours d'ici. 2000 milliardaires détiennent autant de richesses que 4,5 milliards d'êtres humains qui sont les plus pauvres. Je sais bien, il y en a 80 qui déteignaient. Donc on parle de pognon parce que c'est un problème au quotidien pour beaucoup de gens. Tu peux les mettre dans un bus. Tu sais où ils sont, tu les mets dans un bus. Bon, après, si le bus a un accident. Mais juste pour rebondir, ok, on a besoin de pognon pour soutenir les grévistes, etc. Ok, le pognon, par exemple, la CFDT, elle a 125 millions d'euros censés être pour les caisses de grève, mais il ne faut jamais grève en fait. Tu me parles de la CFDT. Non, mais le pognon, il est là. On est sur du syndicat de compromission et de négociation perpétuelle. Ils s'en foutent de la CFDT. Ils n'ont jamais fait grève de leur vie, la CFDT. Il y a des journées de carence. On peut pas. Enfin, même les mecs de la CFDT, ils toucheront jamais le pognon pour des caisses de grève de la CFDT. Oui, mais c'est comme la caisse de retraite des avocats. On dit elle est excédentaire, ils versent. La caisse de retraite des avocats, qui a un régime fermé, en fait, verse 100 millions par an au régime général. Pourquoi? Parce que les avocats ne prennent pas leur retraite. Si moi demain je dois prendre un avocat pour une affaire un peu compliquée et que le mec a 70 piges parce qu'il connaît toutes les jurisprudences, il connaît la loi, il connaît les juges, ce qui est quand même vachement important, il connaît tous les process, à 70 ans il a toute sa tête, il peut défendre. Donc il n'a pas besoin de prendre sa retraite à 62. Mais simplement, si on passe par là, on va arriver au salaire différé, au salaire continué, on va arriver à Bernard Friot. C'est génial, attends, Friot c'est un peu compliqué. Explique un petit peu. J'ai pas tout compris de Friot, mais il y a des choses. Salaire différé, juste en aparté. Il vient me faire parler d'oseille, et maintenant il me pose des questions sur Friot. Juste pour donner envie. Est-ce que tu veux? Regarde, j'ai déjà beaucoup. Là, j'ai préparé, c'est un article que j'ai écrit pour le Nouvel Économiste. Vous pouvez le trouver au Nouvel Économiste si ça vous intéresse, ça se trouve sur Internet. Et tu vas me faire parler de Friot. Alors, Friot, c'est
pour un autodidacte comme moi, extrêmement complexe. Mais c'est très très intéressant. Et sur les retraites, il y a deux façons de ce que j'ai retenu de Friot. Donc c'est à mon âme, les gars, vous pouvez me critiquer. Il oppose le salaire continué au salaire différé. Le salaire différé, c'est l'accumulation de cotisations, ce qu'on fait. Alors là, il parle de points, et qu'on reverse après un âge, un temps donné de travail, on reverse cette cotisation à une personne qu'on dit donc retraitée, c'est une pension, pensionnée. Et l'idéal serait que ce qu'il a cotisé soit l'exacte somme de ce qu'on va lui verser. Et donc pour ça, on va jouer avec le temps de travail, on va le faire... c'est le micro. Déplace un rat. C'est la moumoute du micro. C'est la moumoute. Donc on va, l'idéal, et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour les retraites, on est en train de dire, on vit plus longtemps, donc on va rallonger le temps de travail. Et l'autre solution, c'est de mourir vite. On te met en retraite à 64, 65 maintenant, voire 67 en 2030. Et si tu pouvais mourir à 68 ans, ce serait parfait, parce qu'on n'aurait pas à te payer longtemps. C'est un problème. Et l'autre, c'est le salaire. Ça ne fonctionne pas. Le micro fonctionne pas. Donc je parle depuis 2 heures. Non, mais c'est bien pour juste la voix en fait. Marche, je suis en train de vérifier, mais c'est juste en fait c'est le micro du téléphone du coup. Qui prend tout. Qui prend tout. Donc soit on rapproche le téléphone. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Bon, moi j'arrive à entendre, mais il y a des soit on gens qui engage se des plaignent, techniciens pour que les mecs. Soit on a du vrai matos, ou Ouais, on les fait dans la gilets récup, mais c'est pas grave, on se démerde. Voilà, c'est la bonne franquette. En même temps, c'est des gilets jaunes, ce seraient des techniciens de télé, je l'aurais vu, Oui. je le connais. Oui. Voilà, désolé Nicole, gros bisous. Donc le truc, c'est Nicole, tu t'appelles, qui regarde. Elle a un problème de sonotone là, elle avait du mal à suivre. Et alors, C'est sinon, vrai tu as que ça continue. le salaire continué, ce qui est une façon d'aller vers le salaire à vie. C'est-à-dire que le salaire continué, c'est, on prend ton dernier salaire, qui est donc basé sur ta qualification, ce que tu es au moment où tu prends ton dernier salaire, à 60 ans, 62 ans, et on continue avec ça. Mais ça ne veut pas dire que tu arrêtes ton activité. Ça veut dire qu'on te paye la qualification que tu as obtenue au cours de ta vie, et que tu continues sur cette qualification. Je te parlais des avocats, ça marche pour des profs, ça marche pour des médecins. Mais les maçons, ça marche pas ça. Ça peut marcher pour certains maçons qui pourraient, au lieu de monter sur des échafaudages, mon père était maçon, pour aller balancer des trucs, dirait en bas de l'échafaudage au mec qui vient de monter sur l'échafaudage, si tu fais comme ça avec la truelle, ça marche mieux que si tu fais comme ça. Et les aider. Simplement, ils seraient juste payés pour un travail qui ne serait plus un travail subordonné à un patron, qui serait un travail avec un temps choisi, et une organisation du travail qui appartiendrait à chaque groupe qui déciderait d'aider un autre groupe. Collectif d'intérêt, on peut imaginer. Oui, D'accord. on peut imaginer ça. Mais alors, Donc c'est ça, du carton, c'est du mi-temps, carton. Ils font ce qu'ils veulent. Je te dis, c'est une organisation du travail, tu fais ce que tu veux. Si tu veux travailler 2 jours par an, tu peux. Mais tu as une pension. Quand tu es, ce qui est bientôt mon cas, retraité, avec une qualification, un réseau et un savoir-faire, tu peux continuer à travailler. Simplement, tu ne travailles plus pour l'argent, puisque tu as une retraite, tu as une pension. Donc, soit tu fais rien, et l'être humain a du mal à ne pas se sentir aimé par les autres et utile aux autres, enfin, en tout cas ceux que je connais, soit tu continues une activité. Mais comme tu continues une activité sans subordination, c'est-à-dire que tu n'as pas quelqu'un qui te dit si tu viens pas au bureau ou si tu fais pas tel et tel travail sur internet pour moi, je te paye pas, puisque tu es payé, alors tu le fais à ton rythme, tu fais comme tu veux. Tu décides soit de venir parler avec des gilets jaunes constituants, soit de finir d'écrire un bouquin que tu as commencé, soit d'aller organiser avec certaines autres personnes une réunion pour récupérer de l'argent pour des caisses de grève. Enfin, tu décides de ton temps parce que tu as la pension, l'argent pour le faire. Et le salaire à vie de Friot, c'est ça. C'est que la qualification te donne droit à une somme d'argent qui ne t'oblige pas à travailler. Donc juste pour comprendre l'explication Pour de comprendre, Bernard disait Friot, Et bonne chance. donc le salaire continué, ça veut dire que pendant qu'on a un salaire
et qu'on travaille, où il y a une rémunération, on ne cotise plus pour la retraite, du coup, puisqu'il y aura un salaire continué. Parce que dans le système de salaire différé, c'est le système actuel qui est l'héritage de la sécurité sociale telle que conçue, c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour les gens, même pour moi. Le salaire brut, vous le touchez en fait. Simplement, il y a le salaire net, vous le touchez tout de suite. Et le salaire brut, c'est quelque chose que vous avez cotisé dans des caisses qui sont gérées par des représentants des travailleurs et qui sont redistribuées quand vous êtes malade, quand vous avez des enfants et des allocations familiales, quand vous allez en retraite. Ça, c'est la notion de salaire différé. Mais alors, avec le salaire continué, du coup, on ne cotise plus dans ces caisses. Non, tu as un salaire. Alors aujourd'hui, d'où viendrait cet argent alors du salaire continué? Si tu le prends aujourd'hui de ton activité et de ta qualification, c'est ça. Pas du tout de ton poste de travail, de ta qualification, de ce que tu es, pas de l'endroit où tu dois aller. Et aujourd'hui, si on le prenait maintenant, les gens ont déjà cotisé. Donc le salaire continué serait aussi accolé à des cotisations. Mais sur le temps, on peut imaginer qu'au lieu de partir à 60 piges avec un salaire différé, on commence à partir à 20 ans. Et que le salaire à vie sur la qualification t'oblige pas à travailler, mais t'incite à mettre cette qualification au service des communs. Du bien commun. Alors, ça y est, il est content, j'ai dit bien commun. Juste pour être clair, parce que justement, c'est pas clair là dans mon esprit. Dans le salaire différé, aujourd'hui, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui cotisent pour leur retraite. Oui. Ça, c'est dans le système actuel. Ouais. Dans le salaire continué, c'est par l'impôt. C'est par l'impôt. Le salaire continué? Ouais. C'est par l'impôt. Parce que comment on finance le salaire continué? Alors, si le partage du temps de travail, de l'activité dite non salariée, puisque c'est un dû en fait. L'État te doit, par ta qualification, alors que tu obtiens au fil du temps, par l'apprentissage, par les études, par ta capacité à avoir montré que tu vas servir à l'ensemble de la société par ce que tu fais comme travail, et tu n'es plus tributaire, mais c'est la fin du travail salarié, c'est la fin du patronat, c'est la fin du capitalisme. On n'en est pas là. Hein. Mais disons que c'est un point d'arrivée acceptable. D'accord. On peut accepter ce... Après, il faut définir la hauteur de ce salaire à vie. Oui, oui. Il faut qu'il soit suffisant pour avoir à la fois de quoi te loger, te nourrir, avoir du temps, avoir la capacité à ne pas dépenser totalement bêtement dans des choses totalement inutiles. Donc ça veut dire que tu repenses tout le système de consommation et de production. C'est un monde qui n'arrivera qu'après une apocalypse à mon avis. Il va falloir qu'il y ait du coronavirus et puis du gros pour qu'il y ait 2 milliards d'habitants qui disparaissent de la planète, que tout le monde ait peur, qu'il y ait des pollutions terribles et que tout le monde dise on ne peut pas continuer comme ça. Mais tant que c'est un peu de plastique dans l'océan et que tu as des lunetiers qui vont récupérer le plastique pour faire des lunettes en disant c'est du plastique reconstitué, on n'y est pas quoi. On n'y est pas. Donc les gens pensent que c'est pas très grave que des moustiques te piquent au mois de décembre. Bon, il y a les cerisiers en fleurs au mois de février. Oh, ouais, ça c'est du climat, ça c'est pas du climat, c'est de la météo. D'accord, l'un n'influe pas sur l'autre. Voilà, il commence à y avoir des prises de conscience, mais on n'y est pas. Mais pour Bernard Friot, du coup, le salaire continué est financé par l'État, donc par l'ensemble des contribuables, les impôts et les taxes. Mais tout, en fait, c'est mutualisé. Quoi. Donc c'est effectivement un changement par rapport au système actuel. C'est pas un changement par rapport au système, c'est un changement de tout le système. Parce que dans la tradition de gauche qui a porté le projet de sécurité sociale, c'est que c'est les travailleurs qui finançaient leur propre... Alors, c'est encore une fois, c'est des étapes. Moi, je crois qu'on n'a pas fini 1789. Parce que 1789, c'est un point de départ, et il y a 100 ans de révolution derrière. Avec la monarchie de Juillet, il y a plein de choses qui reviennent, le roi qui revient, Napoléon entre-temps, il y a un bordel de boucherie tout le temps, mais on n'a pas fini l'idée. Les bourgeois ont viré la noblesse, se sont installés à la place, mais ce qu'on appelle le peuple, au sens très large, mais les forces vives les plus démunies et souvent les moins éduqués, on s'en est toujours pas vraiment occupé, ils n'ont toujours aucun pouvoir, ils délèguent toujours à la bourgeoisie. Avant, la noblesse disait c'est comme ça que ça se passe, point. Et puis la bourgeoisie a via l'élection, via l'élection, on délègue son pouvoir.
C'est le système de la démocratie représentative. Oui, oui, oui. Ben, jusqu'à présent, en tout cas, c'est le système qu'on a et qui n'est pas le plus mauvais. Qui n'est pas le meilleur non plus. Non, mais c'est pas le plus mauvais. Mais on disait avant, parce que nous, on a commencé une interview bien avant, Oui. 2 heures qu'on parle et on boit du café. Si on avait bu de l'alcool, ce serait peut-être plus marrant. Oui, oui. Mais mon espace démocratique à moi, français, hein, Rital vivant en France et étant français avec un passeport français, c'est la France. C'est mon espace démocratique. Donc quand je vote pour des représentants en France, j'aimerais qu'ils soient décisionnaires. Et je constate que ce n'est pas tout à fait le cas. Parfois, des instances supranationales, pas des pays, des instances supranationales comme l'Union européenne, ont des directives et prennent le temps de les imposer, parfois plusieurs décennies, mais ils y arrivent, parce qu'ils ont le temps et l'argent, et les traités qui bloquent tout. Eh bien, au final, je m'interroge sur mon pouvoir de citoyen et mon pouvoir démocratique, puisque mon espace étant la France, et la France faisant partie d'une instance supranationale qui est décisionnaire sur des problèmes économiques qui donc vont avoir une influence très très importante sur ma vie. Si on n'augmente jamais les salaires, je ne peux pas gueuler contre mes dirigeants, parce que ce n'est pas tout à fait eux qui en décident. Si les services publics ne sont pas tout à fait efficients comme je voudrais, alors que je paye pour ça, et que je me tourne vers mes dirigeants, ils vont me dire « Ouais, mais alors, ouais, parce que la concurrence libre et non faussée étant dans les traités, on ne peut pas empêcher un voisin de venir nous concurrencer, et comme le service public est cher, eh ben, on est mal, il faudrait privatiser. » Ouais, mais moi je suis pas pour ça. Travailleurs délégués, dumping salarial, enfin bref. Voilà, et j'ai dit oui, mais moi j'ai pas voté pour ça. Et quand on regarde les opposants à ce système, alors qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, ça veut dire encore quelque chose de droite et de gauche actuellement. Il y a des visions différentes. C'est des sensibilités, mais des grosso modo, on a bien le même ennemi, on le sent bien, c'est la finance, c'est l'oligarchie financière derrière. François Hollande sort de ce corps. Non, mais oui, j'irai pas à Londres le lendemain en fait. Ouais. Mais Mais l'affaire, c'est qu'il y a deux côtés une barricade. Je suis en train de vous expliquer un bonus, toi tu me parles de politique. Non, mais putain, la France. Citoyen Gassio, est-ce qu'il y a bien une barricade avec ces deux côtés? D'un côté, l'oligarchie financière et bancaire qui tire les ficelles, qui met ses hommes de paille, qui fait les lois, les traités internationaux, ça, et le peuple qu'on essaie de diviser en permanence, parce qu'un peuple uni est invincible. Alors il faut faire la zizanie, les gros contre les petits, contre les rouquins, contre les musulmans, contre les chrétiens, etc. Ça c'est du slogan. Mais tu me fais du slogan. Mais tu vois bien quand même ça. C'est le peuple. Eux ils disent je fais partie du peuple parce que je vote. Ils sont aussi du peuple. Tu parles de quel peuple? Le peuple c'est disparate. Le peuple c'est des intellectuels, des imbéciles, des intellectuels cons, des imbéciles super intelligents. C'est des hommes, des femmes qui n'ont pas l'égalité des salaires. C'est des gens, c'est des fachos. Il y a de tout dans un peuple. Il y a des gens qui s'énervent contre les étrangers. Il y a des gens étrangers qui s'énervent contre des Français. Il y a des gens qui ont des religions, qui ont des dieux, des amis imaginaires, et qu'à travers cet ami imaginaire, ils vont dire c'est comme ça qu'il faut vivre. Là, il faut mettre une croix, il faut mettre une kippa, il faut aller se taper la tête contre un mur, il faut se mettre à 4 pattes, il faut prier Allah. Il y a une lycéenne qui dit au bout d'un moment sur une discussion comme on fait là, vous me cassez les couilles les musulmans, moi je suis lesbienne, foutez-moi la paix avec votre religion de merde, ça part en vrille et ça devient... On est riche de cette diversité. Cette diversité, c'est le monde et c'est l'humain. Et on en est riche. L'objectif. Mais quand il y a quand même une majorité qui se dessine, pour revenir au sujet que vous évoquiez, en 2005, deux peuples, dont le peuple français, on dit à majorité, nous ne voulons pas de cette progression de l'Union européenne. Au final, il y a des gens qui ont dit on s'en fout des peuples, donc on va manipuler, et ça a été fait. Et finalement, ça a avancé quand même, malgré le désirata du peuple. Donc quand il y a une majorité qui émerge, un consensus dans le peuple, et qui n'a pas bien voté en fonction de cette oligarchie, on le refait voter. L'oligarchie manipule, etc. Comme en Irlande. Donc il y a bien des gens qui décident par-delà le vote. Vous voulez me faire dire quoi en fait? Vous voulez écouter ce que j'ai à vous dire sur un bonus ou m'apporter une contradiction sur un mec qui est plutôt d'accord avec vous? Ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que on est dans un monde difficile à vivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent compte que des choses ne fonctionnent pas, n'arrivent pas toujours à exprimer ce qui ne fonctionne pas.
mais se disent il y a un énorme déséquilibre entre les gens qui s'accaparent la richesse créée par tous et ce tous. Et il faut rééquilibrer. Ce rééquilibrage ne sera que temporaire, parce que dans le temps humain, tout n'est que temporaire. Rien n'est figé. L'humain évolue, il change, il est imparfait, il est disparate. Et il faut, pour une société, il n'y a qu'un faucon, mais l'idéal d'une société n'est pas un idéal et un modèle. Il est, de mon point de vue, un équilibre précaire dans le temps où on peut vivre dans une relative paix et une relative harmonie entre nous, en étant très différents. Je n'ai rien de commun, par exemple, avec les religieux que j'évoquais. Moi, les musulmans, les juifs, les chrétiens, pour ne parler que des 3 monothéismes, et si j'y ajoute les bouddhistes, les bouddhistes, les hommes sandwich, les gens qui supportent le Barça et Zidane est un dieu, tout le monde a une croyance. J'en ai probablement. Ma croyance, c'est que j'ai pas de croyance. Je crois. Oui. Mais ces gens ne m'intéressent pas. Mais tu crois forcément en un idéal et il y a une transcendance chez l'homme. Comme disait... tu vois, il va me ramener sur le bien commun. Le bien commun, c'est peut-être la transcendance. Peu importe, c'était pas le sujet. Ma transcendance en moi, c'est de regarder les étoiles et de me dire que c'est tellement grand, tous ces univers, parce qu'on parle de notre univers, 88 milliards d'années-lumière pour trouver la fin, mais il y a quelque chose encore au-delà. Pour moi, me transcender, je regarde les étoiles, je dis putain, c'est grand, je suis une crotte. Et ça me ramène sur Terre. Il y a des gens qui pensent à Allah, il y avait Jésus. Dans ton projet, c'est une transcendance aussi. Tu as une idée de l'amélioration. Très pratique. Mais oui, mais je ne veux jamais en parler. Mais ça fait une demi-heure. Mais si, on y arrive. Je fais une transition pour qu'on y aille. J'ai remarqué. Tu vois. Donc, si, c'est-à-dire que tu as un idéal, tu as une utopie, le bien commun, l'amélioration, malgré que ou non, malgré le fait que l'on sait qu'on n'arrivera jamais dans un monde parfait, en tout cas sur cette terre, il n'y en aura pas, mais tu as un projet pour améliorer les vers un monde. Alors, c'est par le vote, par la révolution, par la révolution passive, la désobéissance civile, je ne sais pas par quoi ça passe. Mais c'est pour aller vers quelque chose qui soit plus équilibré qu'aujourd'hui. Je ne parle pas de monde idéal, parce qu'il n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas, pour une raison simple, c'est que toutes les organisations, excusez-moi ce café, toutes les organisations sont faites par des humains. Je prends souvent, j'ai toujours pris cet exemple quand j'essaye d'expliquer dans des colloques ou des conférences, le communisme, ça marche. Tout le monde produit pour l'État redistribue à chacun selon ses moyens. Le seul problème, c'est que quand ça arrive en haut, l'État retient. Le communisme d'État, en tout cas. Enfin, le capitalisme d'État, ce qu'on appelle. Enfin, pour recentrer, parce que les communistes... Je te demande de m'écouter pour l'instant. Non, je te contredirai après. Le communisme, tel que l'a défini Marx, qui n'était pas marxiste, parce qu'il disait que le marxisme arriverait après le capitalisme, il fallait d'abord créer les richesses avant de les distribuer, tel que ça a été fait, l'idée est bonne. Sauf qu'elle est faite par des humains. Et quand ça arrive et que c'est mis en place en Union soviétique, ça arrive en haut, ils retiennent, c'est un bordel monstrueux. Comme les gens gueulent, bah, ils font de l'autoritarisme. Et puis à la fin de l'autoritarisme, tu as une grosse bouse à la fin et les gens disent on veut plus de ça. Et le capitalisme, ça fonctionne très bien. Tu laisses chacun aller au bout de ses idées, produire, vendre, faire du commerce et tu partages les richesses. C'est-à-dire que le mec qui travaille pour t'aider à faire ton commerce, tu le payes bien, parce que c'est lui qui va aller acheter tes produits. Ça peut fonctionner. Le seul problème, et ça on est en plein dedans aujourd'hui, c'est que quand ça arrive à l'actionnaire, on va dire, pour faire très simple, ça arrive à l'actionnaire, il retient, il relâche pas. Et ça crée un déséquilibre. Ce déséquilibre amène à des énervements, et les énervements, soit à la soumission complète, c'est-à-dire qu'on va tous faire comme ça, merci notre maître, ou à l'énervement. Vous êtes plutôt des énervés. Oui. Bon, les gens que je croise aujourd'hui, quand je suis allé sur des ronds-points, j'ai aidé à la promotion du film Je veux du soleil, j'ai rencontré dans des cinémas, on a fait plein de débats avec des gens formidables, des gens d'une intelligence et d'une lucidité incroyable, dont Macron dit ils ne sont rien.
T'as envie de le gifler, lui, tu vois, c'est une fessée, parce que la gifle c'est un peu violent, mais Tu laisses sa maîtresse plutôt. tu lui mets une fessée à ce mec-là, tu vois. Et j'ai vu ça. Là, il y a des grèves depuis un moment, donc je suis pas du tout CGT, tu vois, je n'ai jamais été syndiqué de ma vie, à part la CNT quand j'étais dans l'imprimerie, à 16 ans. Je les vois, il y a des gens d'une intelligence, d'une sensibilité incroyable qui ont envie de changer les choses parce qu'ils sont énervés, en colère. Et non pas parce qu'ils n'ont pas de boulot, eux ils ont du boulot. Mais il y en a un qui m'a dit, dans le meeting là, pour récupérer pour les caisses de grève, qui m'a dit, je suis en grève depuis 49 jours, je mangerai des cailloux, mais on ira jusqu'au bout. Tant pis, on bouffera des cailloux. Et merci pour ce que vous faites. Moi, je gagne bien ma vie, même en étant chômeur. Et j'aurai une retraite. Je pourrais rester chez moi. Hein. Je regardais ça de loin. Tous mes potes font ça. Hein. Tu regrettes un peu de que tes potes du showbiz ne s'investissent pas? J'ai jamais eu vraiment de potes dans le showbiz, mais ceux que je connais et qui sont acteurs, oui, ils ne s'impliquent pas du tout. Il y en a qui pensent que ouais, il faudrait rééquilibrer un peu les choses. Mais en même temps, c'est normal. Dans le show business, tu es dans un métier par essence individuel. Même si tu le fais très collectivement. Un film, tu le fais pas tout seul. Ils disent tous... tous les grands réalisateurs, les acteurs, quand ils vont chercher leur prix, ils disent c'est le travail d'une équipe, mais c'est lui qui va chercher le prix. Et en fait, au fond de lui, il est formé et formaté à penser individuel. Il pense d'abord à sa gueule. Et c'est pas grave, c'est un acteur. Le mec va se mettre devant une foule et il l'a fait venir cette foule. Donc il va prendre le pognon, il va prendre 1 euro à 1000 personnes, il a 1000. Hein. Et les mecs dans la salle ont perdu que 1. Par contre, ils ont passé un bon moment, c'est un échange. Bon, c'est comme ça. Ils ne veulent pas casser ça. Mais dans la salle, de plus en plus, il y a des gilets jaunes, il y a des CGT, il y a des gens qui disent mais nous on va pas bien, on a sorti 30 balles pour venir te voir, aide-nous un peu de temps en temps. Hein. L'idéal... il ne peut pas aider parce qu'on serait violent. Hein, c'est la grosse excuse. Moi je suis allé, ouais, mais... Là, la violence sociale, tu la connais aussi. Oui, mais l'opéra c'était merveilleux. Je suis allé 2 fois dans l'opéra voir les petits rats quand ils ont dansé, puis le concert après et tout. Et on a quand même des chanteurs d'opéra en grève. La comédie française en grève. C'est jamais vu ça. Jamais. C'est en 36, non? J'en sais rien. Je sais même pas en 36, 68, le cinéma avait arrêté. Mais tu te dis, waouh, c'est extraordinaire. Les mecs reprennent le boulot, ils retournent faire, je sais plus ce qu'ils jouaient, Carmen, je sais pas quoi, et ils font un petit communiqué pour dire, voilà, on a été en grève, voilà. Ils se font siffler dans une partie de la salle, pas toute la salle. Mais il y a une partie de la salle qui les siffle, les bourgeois sont là, amuse-nous, arrête de revendiquer, amuse-nous. Tu te dis, waouh. Tu penses qu'il faut arrêter avec l'individualisme? C'est des valeurs qu'il faut... Qu'est-ce que je suis individualiste, tu es individualiste. L'individualisme au service du bien commun. Est-ce que tu vois le... Comment dire? Est-ce qu'il faut... C'est contradictoire, les deux termes sont contradictoires. Il faut accepter qu'il y ait des biens communs. Il faut accepter que l'eau est un bien commun. Moi, le jour où on a mis... Alors déjà, quand on a mis un robinet, on a rendu l'eau privée, puisque avant, tu allais à la source, tout le monde allait chercher avec son seau, c'était pas pratique. Hein, c'était à la campagne aussi. Enfin, elle était polluée. C'était pas pratique. Mais on a mis un robinet à chacun. Et donc le mec il ouvrait le robinet. Déjà le type qui mettait le robinet il disait faut que tu me payes. Donc déjà tu payais l'eau. Je t'installe un robinet, tu me payes. Bon après tu avais l'eau gratuite. Et puis après on a dit ah bah attends le mec qui installe les tuyaux, tout ça, il faudrait quand même le payer aussi. Et puis à un moment bah tu vas payer l'eau. Donc c'est fait niquer ou quoi? Pour moi les transports, se déplacer dans un pays devrait être un bien commun. Je dis pas gratuit, pas forcément gratuit, mais la contribution qu'on apporte ce serait juste pour combler les trous de cette pseudo-gratuité qu'on pourrait imaginer pour aller d'un point à un autre dans le pays où la liberté de déplacement est garantie. Aujourd'hui, le meilleur exemple étant les autoroutes dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas 2 autoroutes concurrentes, il n'y en a qu'une. Si elle est payée par les contribuables pendant 40 piges et qu'au bout de 40 piges on dit bon, maintenant les entretiens ça coûte un peu cher, bon on va le donner à nos potes de Vinci, tu te dis mais attendez les mecs, je veux bien payer l'autoroute parce qu'il y a de l'entretien, que c'est plus pratique de rouler sur un ruban bien propre et de faire 600 km sans voir un feu rouge plutôt que de prendre un National 7 où je traverse des villages, je veux bien payer un peu. Mais si c'est pour engraisser, on va bien les engrosser quand même un peu aussi, mais les engraisser
T'es en live. Alors que... T'es en live. Ouais, trop tard, je l'ai lâché. Si c'est pour engraisser un type qui va faire, certes, l'entretien des autoroutes, et ça va lui coûter de l'argent, mais qui va augmenter les prix comme il veut, quand il veut, qu'il va récupérer des sommes d'argent, 5 milliards par an de bénéfices, et que ces 5 milliards, il ne va pas les réinvestir dans les biens communs, il va les placer, il va spéculer avec, il va gagner de l'oseille avec de l'argent, je suis moins d'accord déjà. Mais on est coincé, donc les gens... Il y a quelque chose de pas très naturel. Enfin, il y a quelque chose qui est... C'est peut-être la loi naturelle, l'argent ne peut pas faire de l'argent, le commerce de l'argent doit être un bien normalement, commun. tous les religieux dont je parlais tout à l'heure devraient rejeter ce système, parce que dans toutes les religions, faire de l'argent avec de l'argent ou faire de la spéculation est interdit. Ils se font acheter. Musulmans, juifs, chrétiens, interdit. T'as pas le droit. T'as pas le droit, tu peux pas. Ah, alors je suis plus chrétien. Ah non, t'es plus rien. T'es bourgeois avant d'être chrétien en fait, ça c'est pour les gars du 7e arrondissement. Si on veut essayer d'être tatillon, aucun des religieux ne devrait placer de l'argent en bourse. Devrait pas. Mais alors là, ce que tu es en train de nous dire, c'est la révolution pour améliorer les choses. Je suis en train de dire qu'on perd un temps fou pour parler. Oui, mais on y arrive, attends. C'est la révolution à l'extérieur, mais c'est aussi une évolution intérieure. Le communisme n'a pas marché à cause de l'homme. Le capitalisme, là on est au bout de l'affaire, ça ne marche pas à cause de l'homme aussi. Est-ce qu'il est temps pour l'homme d'évoluer, de passer à autre chose, de se construire, de construire différemment? Là, je t'avoue, parler d'un monde dans lequel il faut trouver cet équilibre. Il y a deux mots, harmonie et équilibre, sont des mots qui que j'essaye de dire souvent, parce que c'est ce qui est essentiel entre humain et nature, et humain et animaux. Il faut trouver un équilibre. Je ne suis pas végétarien, mais il faut trouver un équilibre entre je massacre des milliards de poulets pour manger des mauvais poulets tous les jours, et j'élève des animaux pour les manger de façon digne. Après, il y a des exemples dans les sociétés humaines. Les Indiens d'Amérique du Nord, quand ils tuaient un bison, déjà, ils le mangeaient en entier, et ils se servaient de tout le bison, et quand il était mort, ils allaient le voir, ils imaginaient, eux, que ce bison, comme eux, avait un dieu quelque part, et qu'il allait le rejoindre, et ils s'excusaient auprès du bison en lui disant c'est toi ou mes enfants, donc c'est toi du coup, mais on est conscient qu'on t'a fait du mal et qu'on a fait du mal. On ne peut pas à chaque poulet s'excuser dans un abattoir, c'est un peu compliqué, mais le respect qu'on a pour l'animal, même si on en mange, devrait être un point d'équilibre. Voilà, il y a des gens qui disent je ne veux pas manger de viande du tout, ok, aucun produit animal, ok, pourquoi pas. Après, t'as des trucs rigolos, je tue pas les moustiques. Ouais, enfin, moi s'il y en a un qui vient se poser et qui me bouffe, il prend une claque, hein, je suis désolé, c'est un réflexe. Mais je conçois que la maman moustique, elle a aussi des enfants à nourrir. C'est pas essentiel. Le point d'équilibre, c'est le respect vis-à-vis de la vie d'un animal que tu vas manger. Vis-à-vis de la vie tout court. Vis-à-vis de la vie tout court. C'est ce respect que tu as vis-à-vis de la nature. Aujourd'hui, on a tellement chié dessus depuis l'ère industrielle qu'on se dit dis donc, elle revient en force, hein, la nature, là. Commence à envoyer des ouragans, c'est un peu violent, hein, faudrait peut-être faire quelque chose. Mais on en est encore au il faut peut-être faire quelque chose. Et quand tu as une Greta Thunberg qui, pour des raisons que j'ignore, manipulées ou pas, je m'en fous, vient dire à des jeunes gens, les adultes se foutent de notre gueule et ils sont en train de nous vendre un monde de merde, les adultes lui sautent dessus, ils ont dit, tu ferais mieux d'aller à l'école, t'es une autiste Asperger, et tu vois la haine chez ces gens-là. Avec ces gens-là, créer un équilibre, c'est compliqué. Hein, ils font aussi partie du bien commun. Comme tu disais tout à l'heure, il y a même des sales cons dans le bien commun. Il y a des sales cons. Il faudra faire avec les sales cons. Il faut faire avec. Il y a les actionnaires de BlackRock derrière, après, de la Bank of America, il y a tout le monde. Mais, oui, mais à un moment, si tu as plus de sales cons qui prennent la parole que de gens sympathiques, bienveillants, alors on a un monde de sales cons, parce que le modèle c'est le sale con. Si on limite le nombre des sales cons à ce qui s'est passé dans ma jeunesse, les sales cons, on les voyait au bistrot, ils grommelaient dans un coin, ils te disaient que les Arabes, il y en avait trop, ils te disaient que la bombe atomique avait détraqué le temps, ils te disaient que De Gaulle c'était un PD, enfin, t'entendais des conneries monumentales dans un bistrot. Maintenant, ces conneries-là, tu les entends sur toutes les chaînes, ils appellent ça des débats.
Moi, ça me fait peur. C'est ce qui me fait peur. J'ai 60 ans. À Paris, il y en a. Il Mais y en il y a aussi dans beaucoup les moins villes de de bistrots province, qu'il y a vraiment. 20 ans. Non, il n'y a plus de lieu de socialisation après le boulot. Et ben, Boulot, métro, dodo, même à la campagne. quand tu as 61 Sans ans, métro. comme c'est mon cas, et que tu as le souvenir du bistrot avec les crétins dedans, tu sais, les trucs un peu doctes comme ça. Moi, j'ai beau être bourré, je regarde pas moins un jugement lucide, et je te le dis, René, ça va péter avec la bombe atomique. Tu te dis, bon, remets-lui une tournée, un blanc liné, c'est bon. Après, tu allais à la Maison de la Culture à Saint-Étienne et tu avais des gens un peu plus structurés qui te parlaient de choses et qui m'ont aidé. Mais aujourd'hui, les mecs qui te font, je te le dis, René, moi, bah, c'est des gens que tu vois sur toutes les chaînes d'infos. Avec des écharpes rouges, des sachants. Sur Twitter, sur Facebook. Mais il y en a. Mais finalement, le problème n'est-il pas que justement, parce que tu parlais des Indiens d'Amérique, c'est très intéressant. Et dans les communautés. On y arrive. Non, mais Ils sont pas structurés, ces gens. la communauté humaine, justement, n'est pas individualiste à la base. Au final, l'individualisme, et en fait, c'est la névrose que provoque la marchandisation Des du relations monde, humaines, du vivant, des relations humaines, où je te donne quelque chose parce que, enfin, tu vois, mais ça ne marche pas forcément. C'est pas inné que l'on fonctionne comme ça. C'est un fonctionnement qui, pour moi, est dû à cette société et ses dérives telles que le capitalisme l'a produit. Mais lorsqu'on étudie les communautés villageoises d'anciens régimes et les communautés humaines de manière générale, la gestion du groupe n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc, peut-être qu'il faut repenser simplement mais tout groupe humain limité, et normalement ça devrait pouvoir s'étendre à un pays, tout groupe humain limité n'existe que par les autres. S'il n'y a pas d'entraide, voilà. Bah, tout le monde crève. Eh oui. Je te disais tout à l'heure sur le gosse et son père dans le désert, le cheval meurt, il y a 15 heures à se taper dans le désert, il y a une seule gourde. Si tu partages la gourde avec ton enfant, les deux meurent. Donc le père doit boire, lui, pour pouvoir porter l'enfant jusqu'à ce que tout le monde soit sauvé, avec le risque que l'enfant meure. Mais il y a des priorités. Et dans une communauté, on définit des priorités. Si tu coupes l'eau à tout le monde crève. S'il y en a un qui dit l'eau elle est à moi, et qu'il y en a un qui dit bah, tu l'auras pas, je vais empoisonner le puits, t'as tout le monde qui crève. Donc l'entraide et l'intelligence et l'équilibre, encore une fois, et l'harmonie, sert à tout groupe à avancer. Si les connards prennent le dessus, tu as un monde de connards. Si un monde de méchants prend le dessus, tu as un monde de méchants. Si un monde de bienveillants est majoritaire, alors tu peux avoir une certaine bienveillance, y compris pour les gros cons qui veulent te démolir. Mais tu dois avoir une certaine bienveillance. C'est compliqué de trouver C'est un luxe. équilibres. La bienveillance sur les gros cons qui veulent t'asservir, c'est quand même un luxe. Toi, je te sens énervé, putain. Mais t'as raison. C'est vrai que c'est tolérable si le nombre de méchants et de malveillants est limité. Et en temps de parole, ça ne veut pas dire qu'il faut leur enlever la parole, je suis pour la liberté d'expression. Mais est-ce qu'il y a urgence à donner la parole 24/24 à des méchants? Il n'y a pas urgence. On peut aussi faire venir des gens qui s'expriment peut-être moins bien, mais qui ont des choses plus bienveillantes à dire. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la marchandisation dont tu parlais. La télévision, mais j'en ai déjà parlé sur Cynthia You, en fait, le jour où ils sont aperçus qu'avec un caméscope et deux crétins, tu pouvais faire aussi bien qu'une fiction qui coûtait des millions, et que les gens regardaient, ils ont dit, bon, on va prendre les crétins avec le caméscope. Et aujourd'hui, les crétins avec le caméscope, ils sont partout dans toute la télé. Et ils appellent ça des débats. Citoyen Gassio, est-ce que toi tu es... Tu m'appelles citoyen. Est-ce que tu es pour la transformation des médias de masse, y compris les instituts de sondage, est-ce que tu es pour la transformation des instituts de sondage et des médias de masse en des coopératives de salariés associés pour pouvoir justement purger la purge des oligarques, de la mainmise. Il est énervé, lui, les purges, les machins. Non, mais non, mais les médias français, regarde les conglomérats, Le Figaro, à qui ça appartient, Libération, à qui ça appartient, Le Monde, à qui ça... Type Canal+, parce que comme tu étais dedans, ça appartient à des oligarques. Avait appartenu aux salariés, et que c'est les salariés qui auraient géré complètement la manière de fonctionner du média et la ligne éditoriale. Le journal Le Monde appartient encore à la société des journalistes et il y a des gens qui sont arrivés dedans.
Oui, voilà. Qui n'ont pas de pouvoir, Niel, tu peux dire, Pigasse. Et tout ça. Quand ils sont arrivés dans le monde, la société des journalistes du monde a dit oui, mais nous, on garde. Oui, il n'y a pas de problème. L'indépendance de la ligne, blablabla. On a fait des manifs, devant le monde. Ici travaillent des collabos et on avait tout le dossier pour montrer leur. Oh, t'es énervé! Non, mais leur travail. Normalement, c'est le 4e pouvoir. Ils sont censés. C'est un pouvoir d'équilibre entre le pouvoir de l'argent, le pouvoir législatif, etc. Ils sont pas là-dedans. On sait très bien. Ça existe. Non. Regarde où on est. Mais tu sais très bien que le monde et énormément de médias qui justement au hasard appartiennent à des oligarques ont eu un traitement à la fois du néolibéralisme, des conséquences du néolibéralisme et de la révolte des Gilets jaunes de façon dégueulasse et biaisée. Et tu le sais très bien. C'est pour ça que plus personne les achète. Ça se vend plus. Parce que c'est du torche-cul et on sait très bien. Il est très énervé. Mais il est très énervé. Je vais te dire ça s'arrête. Tu veux comment ça s'arrête ce truc-là? Toi, t'étais là-dedans. T'étais dans ce monde. Il y a une loi en 1992 ou 93, il faudrait vérifier, dite des noyaux durs, que Balladur avait mis en place. Donc c'est après 93. Ouais, c'est après 93 qu'il avait mis en place avec Messier comme directeur de cabine, qui permettait. Alors les noyaux durs, pour faire très court, c'était toutes les entreprises françaises, on va leur mettre un actionnariat très français pour pas que les étrangers puissent rentrer dedans. Ça part d'une bonne intention. Une bonne intention capitaliste dans un monde libéral, mais je te parle toujours du monde tel qu'il est. Et dans cette loi, ils ont glissé je ne sais pas comment on appelle ça, un amendement, un alinéa, dans lequel il est dit que un groupe industriel peut posséder plus de 50% d'un média sans passer par une offre publique d'achat. Sans passer par une OPA. Une offre publique d'achat, c'est juste que tu rends public ce que tu es en train de faire. Et que donc des gens peuvent le contester. Donc, pouvait arriver à l'actionnariat d'une chaîne de télé, d'un journal, d'une radio, un homme ou une femme riche ou une entreprise ayant les moyens, achetant des actions et devenant le patron. Si tu enlèves, si tu abroges cette loi, cet alinéa dans cette loi, tu les obliges à redescendre à 20%. À 20%, je te garantis qu'il n'y a pas un milliardaire qui rentre dans un média, parce que dans un média, tu perds de l'oseille. C'est pas rentable. C'est que des emmerdements. Alors pourquoi ils investissent autant d'argent dans les médias, si ce n'est pour créer l'opinion publique et la façonner? Le mec te pose une question, il te fait la réponse et il te pose quand même la question. Il est très fort. Très vicieux surtout. Quand tu es multimilliardaire, tu n'as rien à gagner à acheter quelques centaines de millions un média qui va te coûter en emmerdement, parce que dedans il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont syndiqués, qui ont parfois une conscience et qui ne veulent pas faire des choses leur conviction profonde. Et, in fine, la presse, c'est sous-perf, l'État paye beaucoup, les radios, c'est encore assez écouté, les télés, les chaînes d'infos continues, quand je vois tous mes potes qui disent « Ouais, ils ont dit ça sur BFM, sur CNews, sur LCI, ils ont dit. » Je dis « Mais t'énerve pas, il y a 50 000 personnes devant. » Alors un peu plus pour BFM, mais il y a très 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 peu de gens qui regardent. Moi, quand je fais un signe curieux, je dois être à 700 000 ou 650 000 vues. Je fais beaucoup plus que n'importe quelle des émissions que j'aurais pu faire qui n'auraient pas été rediffusées et qui seraient mortes de sa belle mort. Le flux, ça fonctionne très peu. Donc l'influence, elle est entre ce que tu appelles les oligarques, mais j'ai l'impression que c'est comme une espèce de téléphone entre eux, où ils se disent t'as vu, nous on pense ça, donc on le dit sur notre chaîne, BFM, LCI, nous on va répondre ça, nous on va se positionner comme ça. Et donc tant que tu as du Macron 100% compatible dans ces chaînes-là, tu te dis, il est encore soutenu. Quand tu commences à voir des gens qui commencent à dire dans ces chaînes, Macron entouré d'amateurs. Alors là en ce moment le grand truc c'est de dire, il est tellement fort, tellement intelligent, tellement omniscient, tellement omnipotent, que ces ministres, ces députés sont sidérés par son intelligence et ils ne peuvent pas suivre. Il est con comme un balai, votre mec, il a passé 3 fois normal sup, il l'a raté, il est 3e prix
de piano au conservatoire municipal d'Amiens, c'est pas Mozart, quoi. Bon, il joue du piano, hein, très bien. Moi, je joue de la guitare, je suis pas Django Reinhardt non plus. Mais voilà, on est en train de faire ça dans les chaînes, hein. C'est ce qui se dit en ce moment. Macron est trop bien et eux n'arrivent pas à suivre. Ah, et on commence à les traiter d'amateurs. Donc tu te dis, tiens, il y a un discours qui change. Ils ont déjà le mec d'après, c'est qui? Le mec ou la nana d'après, c'est qui? Ou c'est peut-être simplement la disparition de la France en euro-région après. Peut-être que les oligarques, justement, n'en ont plus besoin de la France et on va finir en euro-région. Tu vois, comme ce qui se passe déjà dans l'Est avec l'Alsace, etc. Les intégrations d'euro-région, de Länder allemand. Je sais pas. Ça te fait peur ou pas, ça? Je te parlais au début de mon espace démocratique. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans une république, c'est que la démocratie, même représentative, on peut en imaginer une autre, mais on est dans celle-là, elle est basée sur la confiance que tu as dans ton vote. Je vais voter pour Tartampion. Tartampion n'est pas élu, j'accepte qu'il ait perdu, mais je ne baisse pas les bras. Je dis la prochaine fois, peut-être que ce sera Tartampion, et je vais continuer à expliquer aux gens qu'en votant pour Bidule, ils se trompent. Ça s'appelle la démocratie. C'est du débat en permanence. Et c'est des élections à intervalles réguliers. Si tu votes pour Tartampion et que tu as quand même Bidule qui te dirige, tu dis pourquoi je vote dans cet espace-là qui s'appelle la France. Si tu me parles d'euro-région, ça veut dire qu'il y aurait une euro quelque part dans lequel j'exprimerais, moi, citoyen de l'Europe, mon devoir démocratique. Et je choisirais un président de l'Europe, avec un parlement de l'Europe, qui ferait la politique que je souhaite moi en tant qu'électeur, ou la politique de ceux qui auraient gagné, et que j'accepterais parce que ça serait dans un réel processus démocratique. Et ça serait pour le bien commun. Oui, de toute façon, j'imagine pas la politique autrement que pour le bien commun. Mais ça ne se produit pas. Imaginons qu'on fasse ce type d'Europe. Déjà, on communique en quelle langue? Je vous disais tout à l'heure, on sait tous dire je t'aime en anglais, je ne sais pas le dire en slovaque, je ne sais pas le dire en slovène, je ne sais pas le dire en roumain, je ne sais pas le dire putain, on est 27. En autrichien, en Autriche, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire, je t'aime. Je ne peux pas dire à ces peuples, je peux même pas. Voilà. Ich liebe dich. Ich liebe dich. En allemand, c'est je le dire. On sait le dire en un italien, io sono un italien. Mais on ne sait pas dire je t'aime à ces peuples. Donc on a du mal un peu à communiquer. Mais on sait dire I love you tous. C'est les premiers qui se barrent. Ceux à qui tu sais dire je t'aime, ils se barrent. Mais les autres, tu ne sais pas leur dire je t'aime, il faudrait faire l'Europe avec. Ça me pose un petit problème. Évidemment, c'est microscopique ce que je dis. Mais moi, ça m'éclaire. Si je ne sais pas dire je t'aime à un Slovène, je ne vais pas lui dire comment j'imagine la politique. Ça va être compliqué. Et comment j'imagine que son avenir serait mieux si on travaillait sur les communs, si on travaillait sur un équilibre, et encore une fois, l'équilibre pour aboutir à une vie en harmonie relative pendant un certain temps. Avant que des jeunes cons reviennent en disant le libéralisme, qui te remettent des coups sur la tête, et qu'à la fin tu arrives au déséquilibre qu'on a aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on discute ensemble? Pourquoi vous êtes gilet jaune constituant m'intéresse énormément. Pourquoi moi qui suis un bourgeois gagnant bien sa vie, même au chômage, qui aura une retraite et qui va mettre son temps, donc payé par une pension, au service des communs, pour que le monde aille mieux, tout en me préservant des espaces à moi où je vais rien foutre du tout, je vais jouer de la guitare, boire des coups avec mes potes. Pourquoi je fais ça? Cet équilibre-là, l'harmonie, c'est relatif. Et ça ne dure pas toujours dans le temps. On parlait de la révolution de 1789, je pense qu'aujourd'hui, il faut finir 1789. 1789, ça dure 100 piges derrière. C'est la monarchie de Juillet qui revient, il y a la terreur, il y a Napoléon contre les deux quand même, et puis à un moment, tu trouves une république, la première, puis la deuxième, la troisième république, la quatrième, De Gaulle nous fait la cinquième, et là on est en train de pourrir cette république pour arriver à un roi dont les journalistes et les députés disent « c'est tout, il est tellement extraordinaire », et une chambre qui enregistre ce que veut le roi.
parfois enregistre mal. Comme dans l'exemple. Je dirais plutôt que c'est l'intendant d'un conseil des sages oligarques. Oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est des mots. Bah oui, ça, je pense que tout le monde le sait. Il faut préciser, parce un roi, il décide, il rend la justice, mais Macron ne décide pas. Je vais faire plus court. Le roi, c'est un droit les puissances divin. d'argent. C'est le droit divin. C'est Dieu qui a dit que. Donc le roi Là, il se prévaut de Dieu, et Dieu dit. Le roi dit, c'est Dieu qui a dit, si tu fais pas ce que Dieu, tu vas aller en enfer. Donc les gens sont comme ça, ils ont peur. Aujourd'hui, Dieu fait plus peur à personne. C'est les marchés, c'est les puissances financières. Le nouveau Dieu, c'est l'argent. L'argent, la finance. Le Dieu financier l'a mis là, évidemment, on le sait. Je veux bien qu'on reparle de... Mais là, on rabâche. J'espère que comment elle s'appelle, Nicole, et nous écoute. Le Sonata est branché, t'inquiète pas. Alors partons sur le bonus. Ils sont 12. Parce que là, Donc deuxième partie. Ah non, mais là, ça n'a plus du tout. Le bonus. Ça a beaucoup moins d'intérêt, puisque ce qu'on vient de faire là, c'est la conclusion, normalement, du bonus qui se sert de la société telle qu'elle est. Alors le bonus, c'est un concept monétaire de rétribution. C'est un truc qui est paru, ceux qui veulent aller le chercher dans le Nouvel Économiste, que je vais essayer de vous synthétiser. Donc quand je te dis que ça part du monde tel qu'il est, ça part du contexte. On est dans une société aujourd'hui qui est une société salariale, et l'intégration des individus dans cette société dépend de l'obtention d'un emploi. Il faut qu'on ait un emploi rémunéré. Or, aujourd'hui, on constate, dans notre bonne Startup Nation, 3 choses. La première, c'est qu'on nous le dit, c'est ce que nous dit la Startup Nation, elle nous dit, vous n'aurez plus un emploi rémunéré stable. Le CDI, tel qu'on l'a connu, c'est fini. Vous ferez 10 métiers dans votre vie, vous aurez des obligations de changer de branche parce que des branches vont s'écrouler. L'intelligence artificielle va encore supprimer, c'est l'université de je sais plus, aux États-Unis qui disent qu'il y a encore 47% des emplois qui vont disparaître à travers l'intelligence artificielle, et par contre il y a de plus en plus d'habitants sur la planète, donc ça devient compliqué. L'emploi stable, c'est mort. Et l'autre part, on nous dit le temps plein de travail dans une vie qui donne droit à une retraite, c'est-à-dire là, 35 heures par semaine, c'est fini. Vous serez obligé de travailler soit plus, soit pas du tout. Mais en tout cas, tout ça est terminé. Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Donc ça s'appelle des injonctions contradictoires. On te dit, supporte cette société-là, mais cette société, elle ne te donnera pas un emploi stable, ni un emploi pérenne dans le temps. Commence un petit peu à serrer les niches quand même quand tu écoutes les deux. Tu dis, mais comment on fait alors? Ah, il faut que tu ailles à l'école. Donc il y en a 2 qui s'en sortent sur 10 000 qui crèvent. Donc on te dit ça, et donc c'est fin aussi de la pérennité des emplois qui garantissent donc une retraite après 43 ans de cotisation. Donc le plein emploi façon années 50, 60, 70, j'ai bien compris que c'était fini. Et parallèlement, on est dans un pays riche qui a atteint un niveau de productivité jamais vu dans l'histoire humaine. Jamais, ça s'est jamais vu. Donc une création de richesse qui n'a jamais été atteinte. On a besoin de beaucoup moins de gens pour faire marcher la machine. Mais, comme on n'a pas besoin de tout le monde pour la faire tourner, la robotisation, l'informatisation, l'ubérisation même, tout ça, on ne peut pas créer suffisamment de ces emplois. Donc la répartition de ces richesses créées devrait être le fondement de cet équilibre, de cette harmonie que recherche une société, quelle qu'elle soit, pour vivre relativement bien. 90% des richesses sont captées par 30%. Ça ne fonctionne pas. Il y a un déséquilibre. Il faut rééquilibrer. On ne va pas y arriver tout de suite par un vote tranquille et des gens qui diraient « Oh, ben on vous a entendu, on va le faire ». Comment tu le vois? Ils ne vont pas rendre les clés. Ah, il va falloir qu'on se bagarre. Jusqu'à quel niveau? Tu vois ça comment? Il va falloir qu'on se bagarre, chacun définit son niveau. Moi j'ai le mien, tu as le tien. Mais il va falloir qu'on se bagarre. Pour moi, la défense passive est très bien. Pour moi, c'est la grève générale. Tu arrêtes tout et tu obliges les gens qui dirigent à se tourner vers ceux qui ont tout arrêté, y compris les avocats, les chanteurs d'opéra, les médecins, les cheminots, les traminots, tout le monde. Tout le monde s'est arrêté, les profs. Et ils se tournent en disant, bon, vous avez bloqué toute la société, qu'est-ce qu'on fait? Et on commence à discuter. Tant que ça n'a pas lieu,
Tant qu'ils peuvent continuer à vivre avec l'intelligence artificielle et la robotisation et l'ubérisation, ils sont bons. Hein. Et après, il y a le financement justement de cette grève. Donc là, on a atteint des limites. Là, il m'emmène sur le financement de la grève. Je m'en branle, j'ai déjà parlé. Non, mais oui. Ouais, enfin bref. On l'a déjà fait. Restons sur le sujet. Donc en fait, Par combien de temps la grève générale, on peut la tenir, tu vois? Non, mais là, on reste sur le plan technique uniquement. Ok, Restons sur le il est en bonus. train de faire la grève. Ah oui, non, mais- Qui fait la grève. Et c'est ça aussi le problème des discussions informelles comme ça, c'est qu'on part dans tous les sens et qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, aujourd'hui en tout cas, c'était de vous parler de comment répartir du pouvoir d'achat. Oui, bien sûr, bien sûr. On y retourne, il n'y a C'est pas de un souci. putain de teasing qui dure depuis 1 an et demi. Donc la répartition des richesses, elle est catastrophique. Et l'économie mondialisée, je te parle toujours du monde tel qu'il est, nous interdit de faire cavalier seul, pratiquement. C'est pratiquement interdit, pour 2 raisons. Le repli sur soi ne fonctionne pas. On a de l'hyper-concurrence partout, l'hyper-concurrence crée aussi l'optimisation fiscale, et tout ça, ça empêche une redistribution de la richesse par l'impôt. En France, on ne peut pas te dire, ce que je te disais tout à l'heure, si on crée de la richesse, que cette richesse, on ne peut pas la donner par l'augmentation de salaire parce qu'il y a de la concurrence mondiale, et qu'on ne peut pas non plus la redistribuer par l'impôt en faisant des services publics très efficients qui te permettent de gagner moins d'argent, mais de vivre bien dans un pays où tu as tout un tas de choses à disposition, la santé, l'éducation, les transports, l'eau, voire une certaine forme de nourriture, de l'aide au logement, des choses qui te permettent de vivre bien sans avoir un salaire démesuré, alors ça pourrait être un équilibre. Mais on ne peut pas te faire ça, parce qu'on dit si nos entreprises ne font pas de l'évasion fiscale, ne reconstituent pas des réserves pour elles-mêmes, alors les autres vont les bouffer. Donc en fait on est coincé. On ne peut pas augmenter les salaires parce qu'il y a de la concurrence, et on ne peut pas redistribuer par l'impôt parce que les autres te boufferaient s'il y avait trop d'impôts en France. Alors comment on fait hein? Non, on ne fait pas. Et ça, c'est le dogme qu'on doit rester ouvert sur l'extérieur. On se base sur ce Bah, tu es dogme. bien obligé d'être ouvert sur l'extérieur. Quand il y a un mec qui pollue en Chine, ça te touche aussi. Aujourd'hui, l'extérieur, il n'y a plus d'extérieur. L'extérieur de quoi? Il y a des gens qui veulent aller en vacances aux Maldives. Il faut qu'ils se dépêchent. Dans 50 ans, il n'y a plus les Maldives. Si ça monte de 10 cm, il n'y a plus les Maldives. Il y a plein d'endroits qui vont disparaître sur la planète. Mais sans branle, Il y a encore des pays qui ont des frontières, des droits de douane. Bah, la France, hein. La France, elle a des frontières normalement. Mais on va y Et revenir. des droits on de va y douane revenir. aussi. D'accord. Tu sais écouter. Donc, le bonus, ce que j'ai imaginé comme étant un bonus, qui part du travail de quelqu'un qui s'appelle Yolande Bresson, qui était un mec assez innovateur dans la redistribution des richesses. Donc c'est quoi ce bonus? Puisqu'on va quand même y arriver. Donc c'est une somme d'argent virtuelle. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas d'argent. Qu'on appelle le bonus et qui est équivalent à 500 € mensuels. Donc il est à parité avec l'euro, jusqu'à là ça va, garanti par la Banque de France, et non convertible. C'est-à-dire que si on te donne des bonus, tu ne peux pas en faire des euros. C'est une monnaie d'usage. C'est une pure monnaie d'usage. Donc on ne peut pas faire de crédit avec, ni spéculer avec. On ne peut que la dépenser. Donc comment ça se passe? Chaque particulier ouvre un deuxième compte en banque qui est alimenté en bonus par l'État. Ça va jusque-là, vous suivez? Ouais, on est bon. Donc le mec, il a une carte de crédit qui se bloque quand le compte est vide. Je te file 500 le premier du mois, tu as tout picolé en bière, je suis désolé, le 3, t'en as plus, on va pas t'en remettre. D'accord. À toi de gérer. Mais il faut que je consomme tout par contre dans le mois. Sinon, Non. le mois d'après, l'État ne me reverse pas les 500. Bah, si tu as dépensé 300, on te remet 300. D'accord. Et le Mais- mois d'après? Bah, le mois d'après, si tu dépenses 0, on te remet rien. Ah Si d'accord. tu dépenses 500, on te remet 500. Ok. C'est un équivalent euro de 500 de plus par mois, mais pas cumulable. Mais tu vas me sauter dessus tout à l'heure s'il y a des trucs. Donc le bonus, parce que j'ai pris des notes, parce que je l'ai écrit l'article il y a 2 ans, donc j'ai repris Alors tu l'as écrit pour quel journal? le Nouvel Économiste. Nouvel économiste. Donc le bonus n'est pas cumulable. Chaque compte ne peut dépasser mensuellement 500 bonus.
D'accord? Si à la fin du mois, donc, il reste 100 bonus sur votre compte, il sera crédité que de 400. C'est très facile à faire. Donc c'est une monnaie de consommation à usage exclusivement intérieur. Tu ne peux dépenser cette monnaie qu'en France. Elle est contraignante, hein, il y a des contraintes. Le bonus ne se substitue pas aux revenus en euros, aux salaires, aux profits de toutes sortes, ni aux rémunérations contractuelles qu'on pourrait avoir avec. Il s'ajoute toujours. Il n'est donc pas fait pour détruire de la protection sociale ou le droit du travail, mais pour donner une liberté de manœuvre financière d'urgence aux plus pauvres. Et un complément de pouvoir d'achat important pour les classes moyennes. Passer de 2000 à 2005, c'est 20% de plus. Pour les plus riches et les milliardaires, c'est un pourboire. Je le donne même aux milliardaires. Les milliardaires ont droit au bonus. Pourquoi? Égalité devant le bonus. Ouais, égalité devant le bonus. Il n'y a aucune raison qu'un clochard ait plus de droits que M. Bolloré, que M. Arnaud, que M. Pinault. Ça, c'est pas le concept d'équité, c'est le concept d'égalité. C'est égal. D'accord. Eux ont le droit au bonus, ils sont français, ils y ont droit. Madame Bettencourt, tu prends tes 500 bonus. Et pour les enfants, comment ça se passe? Est-ce que Je vais y venir. D'accord. Je vais y venir. Donc tu as ce truc à égalité. D'accord. Alors, ben, il le dépense, il ne le dépense pas, il fait ce qu'il veut. Mais, donc un clochard n'a pas à avoir plus de droits qu'un milliardaire. J'aimerais bien que le contraire soit vrai aussi. Le milliardaire n'a pas plus de droits que le clown. Donc, augmenter le pouvoir d'achat, c'est à ça que ça sert, à sécuriser un peu mieux les plus précaires et assurer la possibilité, je dis bien la possibilité d'une intégration à chacun. S'intégrer dans une société, c'est-à-dire ne plus être déclassé parce que tu dois courir après de quoi manger chaque mois. Faire les poubelles. Faire les poubelles, comme ça existe malheureusement. On appelle donner une chance au futur. Alors, donc plus de pouvoir d'achat, ça veut dire dans un monde encore tel qu'il est, et tel qu'il est régi par des croyances et des lois d'aujourd'hui. Plus de pouvoir d'achat, c'est plus de croissance, donc plus de regain de confiance, et in fine, plus d'estime de soi. Ça, c'est un truc très important. L'estime de soi, il y a un mec qui s'appelle Julien Dournion qui a travaillé autour du... lui, c'était le revenu universel. Je ne sais plus comment il l'appelait, il y avait un truc très, très long sur le revenu universel qui disait en fait que l'estime de soi, c'est ce qui permet d'accepter les autres, même s'ils ne sont pas exactement comme toi. Donc le gros con, si toi tu te sens bien dans ta peau, tu peux accepter qu'ils disent des conneries. Si t'es pas bien dans ta peau, tu vas aller te fighter avec, tu vas te taper la tête contre des murs, parce que t'es pas bien. Donc l'estime de soi que redonne le confort relatif, 500 balles, c'est pas grand-chose. Surtout si tu vis à Paris, enfin. Tout le monde vit pas à Paris. Mais ce confort relatif, ajouté, peut donner un commencement d'estime de soi. En tout cas, ça te donne à manger, possiblement. En plus, parce que là, on va parler aussi aux capitalistes qui nous regardent. Hein, Nicole, elle est partie? Non, non, elle est là, t'inquiète. Le bonus étant fait pour être dépensé, on peut imaginer de façon assez réaliste que 90% du bonus serait dépensé, à part les milliardaires qui diraient c'est quoi ce truc que je touche tous les mois? Ils ne sauraient même pas. Mais il ne toucherait plus. Bah non, il le toucherait une fois. D'accord, ok. Ou il le donnerait à sa femme de ménage, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin, il pourrait. Comme ça serait dépensé, ça générerait de l'impôt par la TVA, parce que c'est une monnaie d'usage où on va acheter des biens de consommation immédiats. On ne va pas faire de crédit avec, comme je l'ai expliqué au début. Donc, si ça génère de la TVA, il y a une possibilité, si on imagine un taux moyen, il y a 4 taux de TVA, je crois, il y a 5, 10, 12 et des barrettes et 22. Le taux moyen, c'est 10, 12. Corrigez-moi. Ça rapporte beaucoup d'argent. Je vous dirai combien après, parce qu'on va parler de chiffres après, parce qu'après, comment on le finance? On va y venir. Donc, j'avais noté ça, qui a droit? Les milliardaires n'en ont pas besoin, pourquoi ils toucheraient? Pourquoi ils le toucheraient? C'est pas une question de besoin, c'est une question d'égalité. Alors, par contre, en théorie, tous les Français peuvent avoir droit au bonus, de la naissance à la mort, quel que soit son âge, son activité et son niveau de revenu. Ça serait bien pour les gars qui sont en prison, ça leur permettrait de cantiner.
Alors, est-ce que tu perds pas tes droits quand tu vas en prison? Non, mais après, il y a tout un tas de discussions qu'on peut avoir, parce qu'il y a tu Est-ce verras qu'il faut être majeur Ouais, et puis tu vas voir qu'à la fin, il y a les problèmes, parce que je vais venir aussi aux problèmes, parce que ceux qui ont tenu jusqu'à là, restaient encore, il y a des problèmes après. Donc si on cumule tout, avec salaire, intérêt, profit, il faut dire, donc, Johan Bresson là-dessus, sur le capital humain et le matériel collectif, il a travaillé là-dessus en disant que nos échanges, par exemple ici, valent des points de PIB, il faudrait regarder. Donc, si on cumulait tout, il faudrait 330 milliards pour 65 millions d'habitants à 500 balles par jour. Mais Par mois. par mois, pardon. T'étais par jour là? Non, non, Ça par commence mois, bien, par mois. ouais. Ouais, ça commence bien. Ouais, je suis passé à 500 balles par jour. Par mois. 330 millions. Milliards Par an. Par an. Par an. Mais c'est peanuts. Hein. Alors l'évasion fiscale, on est entre 80 et 150 milliards d'euros par an. C'est pas comme ça qu'on le finance. Je te le dirai après. Pour un souci d'efficacité, parce que là, tu vas me poser des questions, comment on fait pour les nourrissons? C'est-à-dire que les gosses ne vont pas aller chez Prénuptia en disant je veux une tétine. Ils ne vont pas dépenser l'argent. Il faut bien que quelqu'un d'autre ait accès à son compte. Combien il peut prendre sur le compte? La totalité pour élever l'enfant ou pour aller boire du vin? Tu vois, en fait, ça pose un problème de pouvoir se servir de la carte d'un autre sans son accord. Donc, on pourrait, dans un souci d'efficacité dans un premier temps, dire qu'on commence à distribuer à partir de 15-16 ans ou la majorité, peu importe. Ou l'argent de poche. Enfin... On peut voir à quel moment on le fait. On peut faire ça. Mais on pourrait dire 16 ans. C'est vrai que c'est arbitraire, mais c'est quand même pratique. Alors, là, on arrive à la question, comment on le finance, ce putain de bonus? C'est la question, c'est la seule question, puisqu'à l'évidence, tout le monde accepterait que son pouvoir d'achat augmente de façon significative. Donc, on va dire que le bonus, c'est de la création monétaire ex nihilo. On part de rien et on crée. Mais comment c'est possible? Ça existe pas, utopiste, connard. De la confiance pure alors? Attends. Je te rappelle que quand il s'agit de créer la monnaie pour sauver les banques, on fait de la monnaie dématérialisée. Hein. C'est une monnaie dématérialisée, hein, le bonus. Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces. C'est une carte, comme le ticket restaurant. En fait. Donc c'est une ligne de compte dans une banque. Ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Enfin, quand tu achètes une bagnole, par exemple, la banque, elle ne sort pas le prix de la bagnole pour te le prêter. Elle crée une ligne de crédit et toi, à chaque fois que tu rembourses, tu effaces une partie de la ligne. Sauf qu'elle, au passage, elle te prend 2%, 3%. C'est avec ça qu'ils gagnent beaucoup d'oseille. Donc, ce n'est pas une redistribution à partir d'un prélèvement sur les revenus primaires. Quand on dit comment tu finances, je ne prends pas aux riches pour donner aux pauvres. Je ne fais même pas ça. Donc, les riches, soyez tranquilles, vous gardez l'oseille. Vous gardez le vôtre, vous gardez. C'est à toi, tu gardes. Voilà. Même s'il est mal acquis. Voilà, tu crèves avec, on s'en occupera par ailleurs. ailleurs. Avec, c'est ça, non? C'est ça le concept? On va s'en occuper par ailleurs de ça. T'inquiète, il y a un projet. Il y a un projet. Mais t'inquiète, on viendra te le chercher un jour. Donc, après, il y a les contraintes. La BCE, elle interdit aux pays de créer des euros, mais elle n'interdit pas de créer des monnaies parallèles. Il y en a 70 en France, dont une des plus connues est le SCHO. C'est monnaie locale. Donc, hein. Les monnaies locales. Eh bien, l'euro deviendrait, pour les Français, une monnaie commune et ne serait plus une monnaie unique si on créait un bonus. Ça a déjà existé entre 1998 et 2002, il y avait deux monnaies, tout était en francs et en euros. Et quand tu payais, même ça allait très loin, quand tu payais en francs, on te rendait des euros. C'est-à-dire que la convertibilité, et les gens la faisaient avec une calculette, ça passait très vite. C'était un peu chiant parce qu'on se disait, merde, je t'ai filé 10 francs, tu me rends 50 centimes. Eh oh, les gens voyaient ce que ça coûtait, les choses et les augmentations. Mais bon. D'ailleurs, il y avait des économistes, j'avais noté ça aussi, beaucoup d'économistes à l'époque qui disaient qu'il faut que ce soit une monnaie commune et non pas une monnaie unique, l'euro. Il y a des gens qui pensaient ça. Vous voulez garder en fait l'euro comme monnaie pour le commerce international entre les pays et la circulation des marchandises, mais pour les gens, on pourrait garder une deuxième monnaie. Ça, c'est permis dans les statuts Non. De l'Europe, non. Non, il est vraiment déçu. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si on compte 65 millions de Français multipliés par 500 bonus mensuels sur 12 mois, 330 milliards. C'est cher. C'est un peu moins cher si on commence sur les individus au-dessus de 16 ans. Alors,
faut dire, tu les sors d'où toujours, tu les sors d'où. Mais il n'y a pas de limite à la création monétaire. Quand il s'agit de sauver les banques de la faillite, la BCE injecte 1000 milliards quand il faut. Et pour le bonus, pour le coup, on ne lui demande rien à la BCE. Il continue, il travaille, nous on s'en occupe. C'est la Banque de France qui va... C'est l'ensemble du système bancaire français, donc la Banque de France, qui garantit un prêt perpétuel à l'ensemble des particuliers. Alors explique-nous, le prêt perpétuel c'est quoi? Le prêt perpétuel, c'est un prêt que tu rembourses jamais ou tellement peu qu'il est perpétuel. C'est-à-dire qu'on te le fait tous les mois. Mais tu verras sur le bonus, le prêt perpétuel, il est remboursé chaque mois. Parce que les gens vont dépenser l'argent, ils vont le rendre, et on va te le redonner le mois suivant. Un prêt perpétuel, c'est 1000 ans. C'est prendre un prêt sur 1000 ans et finalement rembourser. Quand je dis prêt perpétuel, c'est pour faire référence à quelque chose qui existe déjà. Le prêt perpétuel est quelque chose qui existe. Mais pour dire, en fait, c'est à vie, quoi. On le fait parce qu'il y a une volonté politique de le faire. Donc on va appeler ça un prêt perpétuel. Je vais te prêter 500 tous les mois. Tu vas me les rendre sous la forme de consommation tous les mois. Et moi, le mois suivant, je te les redonne. Perpétuel, c'est un mouvement perpétuel. Je te donne, tu me rends. Je te donne, tu me rends. Au passage, tu verras qu'après, il y a des petits pourcentages que les commerçants sont obligés de prendre. Mais on y viendra plus tard. Restez jusqu'au bout, c'est super intéressant. Donc elle garantit le prêt perpétuel, mais au lieu de le faire à un pays ou à une entreprise, elle le garantit à l'ensemble des particuliers et directement à eux. Directement aux particuliers. Je te donne, moi, État, je te donne 500 bonus par mois. Et toi, consommateur, tu les consommes, donc tu les ramènes dans l'État et dans le commerce sous forme d'activité ou sous forme de TVA. Alors excuse-moi, juste pour rebondir là-dessus, au niveau des monnaies locales, c'est géré par des associations, hein, c'est pas l'État qui... Rien à voir. Mais ce qui est intéressant dans les monnaies locales, c'est que tu peux punir avec ton pouvoir d'achat les entreprises qui font du vol, tu vois, qui font l'évasion fiscale. On va y venir. Est-ce que tu peux faire la même chose avec le... On va y venir. Tu vas voir, je vais y venir. Parce que dans la façon dont tu te sers de cette nouvelle monnaie qui existerait, il y a ça. Tu peux payer des contraventions avec, pourquoi pas, puisque ça retourne à l'État. Tu peux favoriser un commerce qui ne se ferait que en bonus sur un espace restreint. Tout ce qui est agriculture de proximité, commerce de proximité, si tu donnes du bonus à quelqu'un qui lui-même peut cultiver, acheter en bonus et te revendre en bonus, tu vas finir par tourner en circuit fermé sur une sorte d'économie parallèle, mais sur un tout petit segment. C'est pas très grave, ça ne mettra pas en péril l'économie française. C'est ça qui fait peur. L'économie française, mon Dieu, mon Dieu. Mais alors, ok, là, tu es un petit éleveur, tu vends tes fromages de chèvre, Ouais. on te paye en bonus, tu Ouais. reçois du bonus de l'État aussi. Ouais. À la fin du mois... Tu achètes tes bidons, ta présure en bonus, D'accord. tu tournes en circuit fermé. Ok. Toi, Mais tu peux- peux pas le reconvertir en euros. Non. Donc pour après partir en vacances aux Maldives, on dirait que tu as, Ouais. beaucoup vendu Ouais. le fromage de Ouais. chèvre. Ouais. Comment tu vas faire? Parce que là, tu es tout en bonus. Ouais. Les Maldives, ils acceptent pas le bonus. Eh ben, tu Tu pars seras pas en en Maldives. tant que commerçant. Mais si tu me laisses finir, je vais t'expliquer tout ça. Mais comme tu me laisses pas finir, tu vois, c'est un peu compliqué. En tant que c'est commerçant, passionnant. il y a un process pour pouvoir acheter ce que tu veux acheter en euros. Les commerçants n'achèteront pas tout en bonus, c'est pas possible. Donc il va bien falloir 330 milliards, ça suffira pas. Donc il faut qu'ils achètent en euros. Donc il faut prévoir pour les commerçants, ceux qui accumulent du bonus, une possibilité de conversion. À quel taux, avec qui? Nous allons y venir. Gardez la J'aimerais bien ligne. voir cette émission. Gardez Ils la s'en ligne. fout, l'autre, il est parti ailleurs. Il est parti ailleurs, il envoie ses textos et tout. Ah merde, t'es encore dessus? On entend bien, toi? Ouais, on attend. J'ai lu les commentaires en même temps, j'essaie de rebondir. D'accord. Donc, on parlait des recettes fiscales. Ah, il y a un truc qui est important ici. Donc l'État, la Banque de France, fait ce crédit perpétuel à chaque particulier individuellement. Donc elle le garantit en tout cas. Et l'État le fait, enfin couvre la Banque de France. L'État dit, ok, on accepte que la Banque de France le fasse. Donc c'est une monnaie, si l'État la reconnaît et qu'il installe la confiance, la monnaie devient valable. Une monnaie, c'est jamais qu'un objet dont on dit il est valable. Là, c'est pas un objet, c'est une carte, c'est une somme, monnaie d'usage,
Elle est valable, pourquoi? Parce qu'on l'accepte. Il y a des terminaux dans lesquels on met une carte, elle est acceptée. C'est un étalon de valeur. Un étalon de valeur. Exactement. Très bonne remarque. Donc, l'État récupérant de la TVA là-dessus, il n'y a pas de variation dans le taux de l'euro, dans le taux du bonus, en dehors des variations de l'euro à l'international. Mais ça s'ajuste de fait. Si l'euro vaut 1,25 $, tu t'en fous que ton bonus vale 1,25 $ puisqu'il n'est pas convertible. Mais il a cette valeur-là. C'est pour parler de la valeur absolue du bonus. Et l'État récupérant 30 milliards par an, qu'il affecte comme il veut, s'il décidait de les affecter à l'alimentation de la caisse du bonus, en 5 ans, cet argent tourne sur lui-même. Les seules modifications, c'est la démographie. Si tout d'un coup il y avait 40 millions d'habitants en plus en une année, il faudrait faire différemment. Mais ça n'arrivera jamais. Donc, encore une fois, le bonus, on parle de la société telle qu'elle est et du monde tel qu'il est. Hein, on est bien d'accord avec ça. Monde capitaliste, régi par les lois du marché, on est bien d'accord. Donc le bonus ne touche pas du tout au jeu de l'économie. Il n'empêche pas la compétitivité. Il peut même la booster si on ne contraint en rien les institutions existantes. Il contraint en rien les institutions existantes et les mécanismes en cours. On invente simplement une distribution de richesses que l'on peut se permettre de créer ex nihilo grâce à une forte volonté politique et à la bonne volonté des banques. C'est là qu'il y a un gros couac. La dernière phrase, donc, à lire et à relire encore, parce que c'est sans doute le point utopique du projet, c'est la bonne volonté des banques et de l'État. Ça, c'est l'utopie. Donc là, il faut remettre de la volonté politique, au sens noble du terme, et contrôler le commerce de l'argent, et c'est tordre le bras des banques, en fait. Il faut que, dans une élection démocratique, sous les institutions de la Ve République, parce que pour l'instant, on n'a que ça, quelqu'un mette quelque chose qui ressemble à ça dans son programme et qu'une majorité de Français votent pour que ça ait lieu. C'est ça la démocratie. Si on n'est pas d'accord avec les institutions actuelles, on les change. Donc il faut que quelqu'un mette dans son programme qu'il veut aller vers une 6e République, une constituante, non pas imposée, c'est pas une constitution imposée par en haut, c'est un truc qu'on va discuter. On va mettre des gens super intelligents, experts dans des domaines incroyables, et des gens tirés au sort qui vont échanger. Pour une fois, des gens super intelligents, des sachant tout, ayant tout compris à l'économie, à la philosophie, à la sociologie des médias, à la sociologie des entreprises, à la sociologie de l'éducation, vont écouter des crétins qui disent « Ouais, mais moi dans mon cas, ça marche pas. » Ouais, mais on s'en fout de ton cas, non. Ils vont être obligés d'écouter. Et on va être en transparence, on va être en live Facebook, YouTube. On va organiser ça. On joue la transparence, on continue à faire obligé de jouer la transparence. Sauf que moi, dans la transparence, il y a un écueil. C'est que j'ai autre chose à foutre de ma journée que d'aller écouter toute la journée des débats. Oui, mais parce si que tu veux, moment, ça saoule. Oui, ok, oui, j'entends bien. Mais si tu veux, tu peux aller rechercher, tu vois, la date. Bien sûr. Et tout ça, chaque fois qu'une décision serait prise en disant on ferait comme ça, est-ce que vous êtes d'accord? Ah non, ouais, bon, référendum. Et puis on dit sur tel truc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille plus loin? On en est là. Le début, ça va être le processus. Il va falloir que les gens se mettent d'accord sur un processus. On fera comme ça, comme ça et comme ça. Il y aura des réunions comme ça, comme ça et comme ça. Telle et telle personne parleront. On va limiter dans le temps, parce qu'on peut parler 10 ans. Donc on décide que sur des sujets très impliquants, on parle pendant... c'est illimité. Et sur des sujets plus simples, sur qu'est-ce qu'on fait pour le pétrole, par exemple, on continue à rouler avec des bagnoles ou on arrête? On arrête. Bon, tu viens comment demain? On n'arrête pas, parce que j'ai... Non, attends. Tu vois, il y a des choses qui sont là. Tu t'es obligé de faire avec, quoi. Donc, il y a des processus à définir. Il va falloir qu'on le fasse. Et ça, c'est l'objet d'une constituante. C'est pas moi qui vais le faire. Mais le fait de discuter... Donc, si on veut changer ces règles, il faut qu'en passant par la 5e République, on fasse la 6e. Ou autre chose. Ou la première démocratie. Ou la première, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Mais il faut qu'on fasse quelque chose qui change la façon de fonctionner. Parce que cette façon de fonctionner, les gens se rendent compte qu'elle ne fonctionne pas. Et quel qu'il soit.
Il y a des gens qui profitent très bien du système et qui disent mais ça marche pas. Pourquoi? Bah moi je gagne très très bien ma vie. Hein. Putain, je fais partie des 0,1%, je suis blindé. Par contre quand je rentre chez moi, il y a une famille là, qui dort par terre. Oh, ça me gêne, on pourrait les mettre ailleurs. La mauvaise conscience. Quand on les met ailleurs, il y en a d'autres qui reviennent. Il y en a partout. Ça me gêne. Rien que ça, c'est une façon de dire ça fonctionne pas. Et c'est un truc dégueulasse. Hein. Ça me gêne moi, dans mon confort de petit bourgeois, de voir des gens qui roupillent sur le trottoir à Saint-Germain-des-Prés, c'est là que j'habite. Ça me gêne dans mon confort de petit bourgeois, mais ça m'interroge sur pourquoi le mec est là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui fonctionne pas. Pourquoi t'en as un qui est milliardaire, qui gagne 20 milliards par Arnaud? C'est en vendant des slips et des sacs à main qu'il se fait 100 milliards ou 110 maintenant, ou 120, tous les jours ça augmente. C'est pas en vendant des slips et des t-shirts qui fait ça. Hein. C'est en spéculant qui fait ça. C'est en plaçant l'argent qui fait ça. Dans l'industrie du luxe. L'industrie du luxe, ça marche sans doute, mais ça ne lui rapporte pas 30 milliards par mois de fortune, c'est pas possible. Donc, il y a bien quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre qu'il faut enrayer. C'est le mec se gave. Donc mettre la pression sur les structures qui permettent l'anonymat. Changer les structures. L'anonymat des capitaux qui permet ça c'est déjà de la technique, la défiscalisation constituante. C'est de la technique déjà. Je ne veux pas le faire, je ne suis pas économiste. Par contre, tu as des gens qui sont très au fait des mécanismes de communication monétaire dans le monde qui peuvent te dire ça on peut, ça on peut pas. Il faudra les écouter. Et les gens comme nous, qui sommes des gens qui disons ce serait mieux que ça marche mieux, grosso merdo, ce qui ne se fait pas trop avancer les choses, les écouter. Parce qu'au bout de 10 minutes, tu n'as pas tout compris. Au bout d'une semaine, tu commences à bien piger les choses. Et au bout d'un être normalement constitué, en un mois, il a compris les processus et les grands mécanismes. Ceux qui n'ont pas compris, ben, on va avancer sans toi, tu viendras après. Justement, j'ai une question pour revenir au bonus. Et du coup, je sais, mais donc justement, comme ça, ça va te permettre de répondre et de rebondir. Quid de l'inflation, de phénomène inflationniste? Ça crée pas d'inflation. Ça crée pas d'inflation. Alors explique-nous pourquoi ça crée pas d'inflation, parce qu'il y a des questions à ce sujet. Ça crée pas d'inflation parce que c'est adossé à une autre politique qui est le contrôle des prix. C'est-à-dire que si demain tu peux payer ton loyer en partie en bonus, ben moi bailleur, je vais dire, ben attends, le mec il a plus de moyens, j'augmente mon loyer. Il faut juste dire non, on va bloquer un peu. C'est-à-dire, vous n'aurez pas le droit d'augmenter au-delà de X% par an, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui, tu as le droit à 1% par an d'augmenter les loyers pour indexer sur le coût de la vie ou je sais pas quoi, je sais pas sur quoi c'est indexé. D'ailleurs il va les baisser du coup. Les loyers, il y a plein de gens qui veulent baisser le prix des loyers à Paris, ils n'y arrivent pas. Mais on est obligé de bloquer. On est obligé de contrôler les prix, pas forcément de les bloquer, mais un contrôle des prix, ça s'est fait il y a très longtemps. Même en 81, il y a eu un contrôle des prix, contrôle d'échange déjà, parce qu'il y avait du change, ce qui nous permettait de trouver toujours les équilibres et les harmonies possibles, mais on peut se dire que sur les biens de première consommation, par exemple, nourriture, vêtements, logement, on pourrait limiter déjà la TVA dessus, voire la supprimer, c'est bien que tout le monde participe, mais mettre des taux très bas, et bloquer le prix de la banane, et éviter des spéculations dessus. Parce que, donc on créerait aussi du coup un organisme public de contrôle des prix. Ben, il faudrait, oui, il y a un moment ça va avec une politique, ça s'adosse à une politique, on ne distribue pas de l'argent pour que 3 semaines après, les mêmes qui aient tout récupéré, ouais c'est bien, t'as quoi en plus? Ben, le kilo de banane il est à 500 balles. Pourquoi? Ben, si tu veux des bananes c'est 500, les riches continuent à payer et les pauvres ils dépensent tout en bananes. Pourquoi j'ai pris banane? C'est pas du tout. Les racistes, ne pas me faire chier. Mais ça implique le fait d'un certain retour au protectionnisme finalement. Parce que là, dans l'espace des frontières nationales. Les prix des bananes par exemple. Attends, on va y arriver. C'est importé. Alors, bonus, l'inflation et le jeu de l'économie, je l'ai fait. Alors, comment les commerçants qui accumulent des bonus vont faire, eux ils ont ça en caisse, hein, comment eux vont faire pour combler le manque qu'ils ont en euros? Bah allez.
On n'a pas bossé. C'est l'autre grande question. Ça, c'est l'autre question. La première question, c'est comment tu le fais, j'y ai répondu. C'est ex nihilo, avec l'écueil monumental qui est la bonne volonté de l'État et des banques. Ça, c'est le plus gros écueil, parce que pour l'instant, ils n'en sont pas là. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que font les commerçants? Donc là, il faut vraiment inventer un mécanisme qui permette aux commerces ayant accumulé des montants en bonus de convertir ces montants en euros pour continuer à importer des produits payables uniquement en euros. Alors, là, pour le coup, il ne peut pas s'agir d'une création monétaire en euros qui serait équivalente à la même valeur en euros, parce que ça, les traités l'interdisent. Tu ne peux pas. Donc, il y a une méthode. Alors ça, je m'étais renseigné auprès d'économistes, notamment ceux qui travaillaient quand j'ai fait cet article, et qui m'ont dit « Ah ouais, c'est pas con ». Le bon mécanisme, et ça vient de Yolande Bresson aussi, pourrait passer par la Caisse des dépôts et consignations, qui, elle, peut emprunter auprès de la BCE. Ils parlent fort les gens derrière. Qui, elle, peut emprunter auprès de la BCE. Ça, elle le peut sans modification des traités. La Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations peut emprunter auprès de la BCE le montant nécessaire à une dotation en euros réservée aux commerçants, augmentée des intérêts qu'elle devra supporter. Disons un petit point. Du fait de ces intérêts, vous avez suivi jusque-là? Du fait de ces intérêts, les commerçants vont subir donc une décote en euros de ce qu'ils devraient gagner, parce qu'ils vont payer, eux, en faisant la conversion, ils vont perdre 1%. Donc ils vont dire, attendez, je ne suis pas d'accord. Donc il faut pouvoir compenser cette décote, et on peut y arriver par un crédit d'impôt qui leur sera accordé annuellement à hauteur de cette décote. Alors je dis annuellement, aujourd'hui on peut aller plus vite, on peut le faire à la semaine. À la journée ça me paraît compliqué, mais on peut le faire à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. C'est fait partie des choses qu'il faudra discuter. Offrir donc un bonus à vie d'existence à la population française, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a accepté ce que j'ai dit jusque-là, je répondrai à vos questions si je peux y répondre, parce que je ne suis pas non plus économiste. Mais si c'était accepté, ça ouvrirait un nombre de débats et de questions bien supérieurs à ce que je viens de dire. Et des choses bien plus profondes qui seraient sociétales et qui impliqueraient des débats que personne aujourd'hui n'a envie d'ouvrir. Par exemple, sur le temps de... Bon, c'est le débat qu'on peut ouvrir, c'est sur le temps de travail. On peut ouvrir ce débat-là. Sur ce qu'est une activité salariée, on peut passer par là. Mais sur les petits débats qui vont poser des graves problèmes, c'est quoi être français? Si tu dis moi français, moi gouvernement français, à l'intérieur de frontières françaises, puisque ce que je dépense à Lille, je ne peux pas le dépenser à Bruxelles, ça veut bien dire que j'ai tracé une ligne. Qui est français? Comment ça se passe? Ça ouvre aussi le problème des frontières. S'il y a des Français qui peuvent dépenser un bonus dans un espace donné, alors il y a des non-Français qui peuvent vivre en France, qui n'ont pas accès à ce bonus, et ceux qui sont Français et qui vont en Belgique ne peuvent pas dépenser ce bonus. Donc ça reste très franco-français. et les expatriés, les gars qui sont à Hong Kong, ils les crament comment leur bonus? Comment ils font? Très bonne question. Comment ils font ceux qui sont à Hong Kong? Bah, ils n'ont pas de bonus. Parce qu'ils sont à Hong Kong. Ah ouais, mais c'est pas égal devant la loi. C'est exact. Quand je te dis que ça ouvre des débats, c'est des débats hyper intéressants. Tu décides de quitter la France pour aller gagner beaucoup plus d'argent à Hong Kong, ou parce que tu es prof, ou parce que tu vas aller diriger la Cleveland Clinic à Dubaï, ça arrive à un de mes potes. Tu pars là-bas pour gagner beaucoup plus d'argent. Ok. Là-bas, tu vas être payé en quoi? En dollars, enfin, ok. Tu es français. Donc, de fait, tu as le droit à un bonus. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met 500 et on lui dit quand tu rentres, tu auras 500. Mais tous les mois, on ne peut pas te les donner, tu ne les as pas dépensés. Il dit je vais les dépenser. Comment? Puisque tu travailles en dollars singapouriens, tu travailles En ligne, dinars. il peut peut-être dépenser en ligne. Est-ce qu'il peut le dépenser en ligne? Pourquoi pas?
pourquoi sur pas. des, Il va acheter de la baguette en ligne. S'il achète français. S'il achète des choses françaises dans l'espace français et qui va, pourquoi pas. S'il achète du miel français, bah très bien. Alors tu achètes du miel français, ça va dans une entreprise française. Tu peux donc payer en bonus. Donc on va te remettre la somme en bonus. S'il dépense 500 € de miel ou de vin, il a droit à son truc. Par contre, il faut qu'il les fasse venir. Et il les fait venir en euros ou dans la monnaie qu'il veut pour payer UPS ou d'autres. Où il peut offrir ça à qui il veut. Où il peut offrir ça à qui il veut, bien sûr, tout à fait. Voire bien à sûr. des œuvres caritatives. Bien sûr. Il peut offrir du miel à des œuvres caritatives tant qu'il veut. Et dans ces cas-là, puisqu'il remet dans le circuit l'argent qu'on lui a donné, le bonus qu'on lui a donné, plus un produit, il participe, même s'il est loin. Donc en fait, ça serait du Made in France, ça serait favoriser aussi le Made in France quelque part. Ah bah, tu favorises Ça favorise l'économie locale. au-delà du Made in France, mais le Made in France, ça fait un peu... je suis nationaliste parce et que- tout ça, mais tu peux très Ah bien... non, on n'est pas nationaliste, on est souverainiste. Je veux dire, la question que tu poses, être français, etc., c'est excellent. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable, si tu veux, de la... On ne devrait pas. Si on l'est, on est colonialiste. Tu vois. Si on veut agir pour s'occuper de savoir comment doivent se gérer les autres, c'est du colonialisme. Tu vois. Soit on dit, ok, on montre éventuellement l'exemple, si vous voulez le suivre, suivez-le. Ici, en France, on va fonctionner avec le bonus. Donc voilà, si vous voulez... En partie avec le bonus. En partie avec le bonus. Change rien. Donc voilà, pour les Français, tu posais la question de qu'est-ce que c'est qu'un Français. Qu'est-ce que c'est que Qu'être quelqu'un qui Français. appartient à une nation quelle qu'elle soit? Ouais. C'est quelqu'un qui doit s'intégrer dans le processus où il se dit je vais partager une histoire commune, un destin commun avec les gens. Ouais. Tu vois. Ça, c'est ta définition. La question que ça ouvre, c'est ceux qui ont une autre définition de ça. Il faudra qu'ils l'expriment et qu'à un moment, on tranche. Il faudra qu'on ait Parce un que- débat, mais bien serein, sûr. quoi. Pas un débat. Parce que le débat sur l'identité nationale, je veux bien, mais il ne faut pas que ce soit un débat sclérosé comme ce que a tenté de faire Sarkozy. Mais Mais- ce débat-là, il est vicié dès le départ, puisque le bon Gaulois de souche, si tu veux, on a du mal à le trouver. Moi, j'ai du sang rital, espagnol. S'il y a de l'espagnol, il doit y avoir de l'arabe pas loin. Et tous les gens que je connais ont au moins un mélange. C'est très rare le français pure souche. Et même si on disait il n'y a que, bah, on va perdre 30 millions d'habitants en France. Donc le débat est vicié par ça, dès le départ. Après, il est vicié par l'ami imaginaire, il est vicié par la religion. Les racines chrétiennes que voulait mettre Sarkozy dans la Constitution européenne, à un moment, je ne suis pas chrétien. Moi, je me suis fait rayer des listes par le Vatican. J'ai envoyé un courrier au Vatican en disant, vous m'avez baptisé, j'avais 2 mois, vous m'avez mis du truc, vous avez décidé que j'étais dans vos statistiques, je fausse vos statistiques, je ne suis pas chrétien. Ah, vous voulez être quoi alors? Ah bah je veux être rien. Moi. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à l'ami imaginaire qui a créé le monde tel qu'il est, avec les ornithorynques, les kangourous, les moustiques et les humains. Oui, je bien ne crois sûr. pas. Après, ça, c'est les convictions personnelles. Mais Oui, mais ces ça en- convictions ça en fait personnelles pas participent du débat. Parce que de toute façon, l'immigration fait partie de l'histoire de France, tout comme la colonisation fait partie de l'histoire de France, comme la colonisation fait partie de l'histoire des pays colonisés. Donc, Il y a ces bien- liens existent et on ne peut pas les effacer. Donc, ça fait partie de l'histoire. Donc, maintenant, faut faire avec. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne pourra jamais considérer un Français quelqu'un qui vient en France, mais qui ne se sent pas français simplement, tu vois. Il se sent Alors, pas français. les amis, Là, on est dans un... Juste Ouais, là, on est en train de C'est glisser génial, sur. ça ouvre des du- questions et immédiatement on essaie de Ouais, dire ouais, Et la là, on est en train de glisser sur, Alors là- sur du sociétal, hein, les gars. Ouais, C'est. tu vois. Non, Tu mais pars- c'est des questions pars d'une profondes qui sont explication. relatives à la souveraineté. Donc c'est vrai que c'est des débats qu'il faut avoir. Ah, c'est peut-être pas le moment maintenant. à mais- la souveraineté pour l'instant, mais imagine maintenant que dans un gouvernement Macron, demain matin, il a bien écouté ça, parce qu'il regarde très souvent ce que vous faites, Macron. Il vient de regarder ça, il dit mais putain c'est pas con ce qu'il dit. Tiens, on va essayer de faire ça, je vais donner du pouvoir d'achat, je veux calmer tout le monde, je vais passer mes réformes puisque ça change rien en fait, je vais tout passer. La retraite, bah, il le touche jusqu'à la mort. Vous avez 500 et plus sur la retraite. Eh, c'est génial son truc à l'autre, je vais le faire. Dans 3 mois, on se retrouve tous avec 500 balles, tout le monde rentre chez lui, il n'y a plus personne viole. Il dit il a fait un truc, le mec génial. Le mec fait ça.
Les Italiens, les Allemands, les Espagnols. Mais attends, non, ouais, Manu, tu déconnes. Tu donnes. Là, putain, ils deviennent riches, les Français, ils rigolent tout le temps, ils sont contents. Ils accumulent des euros pour pouvoir partir en vacances et pendant ce temps-là, ils vivent en bonus. Heureusement que tu leur as pas filé 1000 balles parce que là, c'était qu'à. Ah bah tiens, je vais le faire, je vais filer 1000. Ah non, arrête tes conneries. Faites pareil. Ouais, on va le faire. Les peuples. Et attendez, pourquoi les Français ils viennent en vacances chez nous maintenant et qu'ils sont pleins d'oseille? Parce qu'ils ont chez eux un bonus. On veut faire pareil. On va faire sauter la BCE. De toute façon, il faudra peut-être redéfinir les périmètres de la BCE un jour ou l'autre. Mais bon, on va pas. Oula. Mais non, mais. Il y a un moment. Tu penses que c'est compatible avec les députés Godillot de l'AREM, ce projet hein? Arrête, tu poses la question, tu connais la réponse. On s'en fout. C'est un épiphénomène. Pour moi, c'est fini. Ils sont juste à côté, on va les voir. On monte en OP ensemble. C'est fini. Non, je peux pas là, parce que là, je vais m'occuper. C'est que je joue une pièce de théâtre qui s'appelle Les Patalailles, qu'on a fait. Et là, on va partir au tournée. J'ai rendez-vous avec le tourneur. Parce qu'on se voit à 9h du matin, il est 13h. Et surtout, on te remercie de tout ce temps que tu as donné sur ce projet pour le bien commun, pour aider, voilà. C'est un grand merci. J'espère que vous m'aimez bien. Vous étiez 3 à regarder. Je vous embrasse les 3. On boira un verre la prochaine fois. On est 233 collègues à te regarder en temps réel. Voilà. Et il y en a plein qui regardent, tu sais, au bureau. Tu peux pas le mettre en ligne. Si, c'est en ligne. Alors sur notre page Facebook et puis après on la mettra sur notre chaîne sur YouTube. différents groupes, etc. D'accord. Ouais, on t'enverra le lien. C'est mon deuxième Thinkerview. C'est vrai que c'est intéressant parce que à la seconde où je dis ça ouvre des débats, il s'ouvre. Oui. La France, la souveraineté. Non, mais moi je suis pas souverainiste. Moi je suis royaliste. Mais d'accord, il faut remettre un roi. Mais après, déjà on gagne, après on verra. Mais tu sais, ce que tu dis est vachement intéressant, c'est parce que le débat en France. Arrête-toi là. Non mais tu vois, le débat en France, il a été pris par les médias qui l'ont mis à chaque fois dans un certain cercle avec des contradicteurs qui étaient à chaque fois pensés d'une certaine manière. Et on a privé les Français d'un débat serein sur plein de questions qui sont essentielles. Et c'est pour ça que du coup, on presque arrêter de dire ça. Il faut faire. Ce que vous faites, vous, on se rend compte pourquoi. Parce que je suis dans une manif, que je suis copain avec Raquel Garrido, qui est là. Je la dénonce pas, mais il se trouve que je suis copain avec. Elle est dans la manif, on se voit, on parle. Au bout d'un moment, il y avait tellement de monde à cette putain de manif que les gens passaient, on n'arrivait plus. Et quand est-ce que ça s'arrête? Parce que là, ça fait 2h30 qu'on est là, ça passe toujours. Ouais, je sais, mais c'est le point fixe. Et puis, moi, j'en ai marre du point fixe, j'ai faim. Donc on va dans le bistrot d'à côté et on dit bon, on mange un truc, ouais, alors fais bien une assiette de frites, on boit de la bière et on recommence à refaire le monde dans un bistrot. Donc qu'est-ce que tu fais dans un bistrot? Tu refais le monde. Il y a monsieur qui se pointe, tout ça, elle me dit bah je le connais, toi. Il dit eux c'est les gilets jaunes constituants. Je dis, ah, putain, on est de parler de 6ème République et de constituants, je dis, bah, et on discute, il dit tu viendrais parler avec nous? Évidemment, je parle avec tout le monde moi. Et je sais même pas qui vous êtes souverainiste, vous êtes, mais je m'en fous. Je m'en tape. Puisque la première chose qu'on va faire, c'est d'en parler. Donc c'est pas forcément vous qui allez gagner. Hein. Pas forcément. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça soit le bien commun qui gagne. Alors c'est ça, par contre, que ça fait 15 mois qu'on est dans la lutte. Ouais, mais ça, les gilets jaunes, c'est pour ça que je suis impressionné par ce qui s'est passé au début, qu'au milieu, il y a un flottement en disant, oh là là, ils deviennent violents, c'est n'importe quoi, et puis qu'après, tu te dis, non, voilà, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est des gens qui sont effectivement, alors tu disais un tiers RN, un tiers FI, un tiers qui en a rien à branler, qui sait pas. Mais c'est des gens normaux, quoi. C'est des gens qui vivent avec un salaire, et qui vivent mal, et qui disent stop, on nous écoute jamais, et qui décident de prendre la parole. Ça s'arrêtera pas. Ah non? Ça s'arrêtera pas. Et même, je l'ai dit plusieurs fois, on dit ouais c'est fini le mouvement des gilets jaunes. Je dis, moi de ma fenêtre ça fait encore un peu de bruit hein, quand ils passent. Excuse-moi, je les vois, ouais mais enfin ils sont 150. Ouais, moi je dirais, allez à vue de nez 2-3 000, mais ils sont 2-3 000 sous ma fenêtre, mais ils sont 2-3 000 là-bas, 2-3 000 là-bas. En fait il y a un mouvement. Tu veux qu'on demande au barman, à la serveuse, etc. Comment ils voient les gilets jaunes? Honnêtement, on a toujours gardé les 75 à 80% de soutien dans la population. Je pense, ouais. Et là, on est à Paris. Hein. Si on n'est pas en province. Hein. Paris, c'est quand même c'est très spécial. Normalement, Paris, c'est la ville où Benjamin Griveaux devrait être élu au premier tour. Il n'y a que des macronistes ici. Et l'autre, il va trouver le moyen de même pas avoir un siège. Quoi. Le mec, il est très fort.
Putain, c'est quand même une bande de bras cassés extraordinaire. Mais bon. En tout cas, merci pour ce temps et cette énergie que tu as mis sur ce projet qui s'appelle le Bonus. Donc, et puis, tu as vachement bien bossé, en fait, c'est très technique. Hein, on va loin. Ben, quand je me suis intéressé au truc, je me suis d'abord intéressé aux travaux donc, de Yolande Bresson, que je vous encourage à lire. Puis, Yolande Bresson. Yolande Bresson, il s'appelle Yolande Bresson. Il est mort en 2015. Et dommage d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de parler avec lui. Après, il y a plein de gens qui ont parlé de revenus universels, inconditionnels, suffisants. Et puis, il y a Friot, qui est le point d'aboutissement, à mon avis, le plus utopique aujourd'hui, mais ça change vite, qui est le salaire à vie. C'est dans un monde, et ça m'obsède depuis les Guignols, dans un monde où il y a de plus en plus d'individus sur la planète, et de moins en moins besoin de gens pour produire les besoins basiques, manger, se loger, même se distraire. On a besoin de très peu de gens. Avant, il fallait aller dans une agence où tu voyais un mec qui avait des prospectus qui avaient été imprimés et qui te disait pour aller voyager là, il faut prendre. Aujourd'hui, tu vas en ligne, il n'y a plus personne, tu prends un billet, tu montes dans un avion sans voir personne. Même il m'est arrivé de même pas donner mon passeport, donc j'ai branlé complètement mal foutu leur truc au niveau de la sécurité. Et tu te retrouves dans un autre pays où tu es accueilli par personne. Tu sais où tu dois aller grâce à un putain de GPS. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui un iPhone est un bien de première nécessité. Et tu vas dans un hôtel où le mec te dit « Ah bonjour, ça va bien? Ouais, bah votre chambre est là. » Ouais, mais c'est un peu triste hein, quand même. Après, une fois sur place, libre à toi de sortir de l'hôtel, d'aller voir les gens et de parler avec eux. Mais aujourd'hui, je te parle techniquement, tu n'as plus besoin d'agence. Donc, tous les gens, l'exemple que je prends souvent à la télévision, mais même ici, tu as posé ton smartphone sur un truc, un pilier, et des gens nous voient. Tu vas le mettre en ligne et j'espère que plein de gens vont le voir. Il y a combien de spécialistes de la télévision ou de l'image derrière? Les spécialistes? Ah, vraiment pas. Et puis là, on est à 298 collègues là, qui nous regardent. Donc, et on n'étant partage pas un moment spécialiste, tu es en train de pitcher le boulot d'un caméraman, d'un preneur de son que tu aurais mieux fait de faire venir parce que ton micro ne marche pas, d'un éclairagiste. Non mais, regarde le nombre de boulots. Quand tu vas à la télé, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller parler à la télé. Moi, j'y allais, j'y vais plus. Je refuse de leur parler. Je ne veux plus leur parler, c'est des ânes. Ouais, mais tu te prends pour qui? Je suis pas un âne, vous êtes des bourricots. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens, c'est des bourricots. Et j'ai pas envie de parler avec eux, je perds mon temps. Je préfère parler avec vous. Eh bien, quand tu vas dans une chaîne de télé, tu as une table, 5 mecs autour, 5, 6, 8 caméras, pas un caméraman. Les caméras, c'est gros comme ça. Et c'est un mec en régie qui pilote les caméras. Alors, une fois qu'il en a une fixe sur toi, il dit ok, celle-là je la touche plus, le point est fait, ça va, il est beau, il brille pas trop, très bien. Point. Quand tu parles, il te met. Quand il veut changer d'axe, il passe le plan général, il change vite l'axe, il repasse le... C'est tout. Donc il y a une personne. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est une nouvelle technologie, ça fonctionne très bien. Dites-moi juste où sont passées les 10 personnes qui devraient être derrière les caméras. Où sont passées leurs familles? Ils travaillent pour Deliveroo. Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que leur vie est mieux? Est-ce qu'ils sont heureux dans ce qu'ils vivent, du monde dans lequel ils vivent? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu es La réponse critique est par souvent rapport non. au progrès? Quel progrès? Il y a- Non, mais non, le progrès, c'est Tu vois, le génial. progressisme, Alors, c'est- attends, c'est juste, pour rebondir à ça, tu connais l'histoire Putain, des ça bullshit... s'arrête jamais. Tu connais l'histoire des bullshit jobs? De Grabert encore, ouais. Voilà. Bah, il y a 50% des métiers qui servent à rien dans Bah, la que société. dalle, ouais. Bah, quand tu es vérification de la... Quand tu as la vérification de la pénibilité du 3e étage de l'immeuble, machin, ton job sert à rien, tu vérifies le travail de quelqu'un qui a déjà été vérifié par un autre. Ou Donc, sur oui, les y a quais pas du de chance. RER, les gars qui poussent les mecs à l'intérieur des wagons. À la limite, eux, ils servent à quelque chose, ils servent à bourrer des trucs. Mais il y a plein de jobs qui Ils ne servent à devraient rien. pas servir à bourrer des wagons. Tu vois ce que je veux dire? Il devrait y avoir 30% de trains en plus. On est bien d'accord. Donc, dans une réorganisation, tout ça, ce sont des choses qui se pensent. Est-ce que le progrès, c'est pas bien? Je suis désolé, si on peut m'opérer demain les poumons, si un spécialiste qui est à San Diego... Est-ce que tous les progrès, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi revenir à ce que tu disais, une notion d'équilibre. Il n'y a peut-être pas tous les progrès qui sont Qu'est-ce qu'on appelle un positifs. progrès? Par exemple, tout à l'heure, on parlait des poulets. Tu sais que sur la Terre, l'animal le plus répandu, c'est le poulet. Il n'y a plus d'animaux sauvages. Il y a 3% des animaux qui sont sauvages, poissons compris. Le reste, c'est des animaux d'élevage, y compris les lions qu'on va mettre dans des réserves, c'est de l'élevage. La majorité
des animaux sont faits pour être becquetés. Sur Terre, il y a des poulets. Est-ce que c'est un progrès que tout le monde bouffe du poulet tous les jours, ou du porc, ou du bœuf, ou du mouton tous les jours? Est-ce que c'est un réel progrès? Je veux bien qu'on en parle. Parce que pour arriver à ça, on a niqué la moitié de l'Amazonie, c'est un bordel, ça crée des équilibres, encore une fois, tu vois, je reviens toujours aux équilibres, aux déséquilibres et à l'harmonie. Mais ça crée un putain de paquet de déséquilibres. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire, manger le poulet, t'en ai plus envie, poubelle. Ça me casse les couilles. Ou qu'on se prenne pour un Américain en allant au KFC. J'en sais rien. Tu sais, avec les baskets Nike et la... Tu sais, voilà, non, mais... Je vais jamais, regarde, tu regardes mes pompes, voilà. J'ai de la pompe en plastoc. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, KFC, ça me faisait rêver. Hein. J'ai rêvé d'aller dans un KFC. Non, mais sérieusement. Hein. Ah ouais, non, mais. Non, mais je comprends, je suis allé au McDo. Je me suis sevré de ce truc, mais. Et un de mes plus beaux Noël. Non, un de mes plus beaux jours de l'an, il doit y avoir une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Je l'ai passé. J'ai rencontré quelqu'un par hasard. J'étais tout seul. J'étais une période un peu bizarre. J'étais tout seul. Je rencontre quelqu'un, une fille. On boit un coup la journée. Le soir, elle se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Et t'es encore en live là? Ouais. Elle se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Et c'est un moment extraordinaire. Et on n'a rien à bouffer. Je dis, le room service, ça fait un peu. T'étais pas en France? C'est en France. C'est en France? Ouais. Et on sort. Je dis, viens, on sort. Et la ville la plus proche, c'était Bordeaux. Et on va se balader dans Bordeaux. Il y a des gens qui partent tous faire la fête. Et nous, on fait pas la fête, en fait. On va pas se greffer sur une fête. Et là, elle me dit, tu sais quoi, on passe au McDo, on prend quoi bouffer, on va dans la chambre et on fait Noël dans la chambre avec des McDo. Ouais. Et donc j'ai bouffé un McDo dans une chambre d'hôtel un jour de l'an. Ce qui peut avoir l'air vu de dehors, mais qu'est-ce que c'est que cette vie de merde? Et c'était un moment inouï. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon moment? Qu'est-ce que c'est qu'un bon progrès? Qu'est-ce que c'est? Chacun va se démerder avec ça. Le bon progrès, c'est que si j'ai un problème au cœur et que le meilleur chirurgien, il est à San Diego, à l'autre bout de la planète, et qu'il faut qu'on m'opère tout de suite, et que grâce à la télé, machin, je sais pas comment la technologie, on peut m'opérer dans un hôpital à Paris par un mec qui est spécialiste là-bas, parce qu'il n'y a que lui qui sait le faire, c'est un bon progrès, je vais être vivant, c'est un bon progrès. Après, l'exemple des poulets, c'est est-ce que bouffer un poulet, tu prends les os, ils cassent comme ça, parce que c'est de la mauvaise qualité de vie pour la bête, de la mauvaise qualité de viande que tu manges, et finalement de la mauvaise qualité sociale, parce que les gens autour de toi vont dire il est tout merdeux ton poulet, t'as passé un mauvais moment, l'animal a passé une mauvaise vie, le seul qui s'est gavé c'est le mec qui a fabriqué le poulet, qui lui n'en mange pas. Ah, lui il est pas là-dedans, il est pas con. T'en manges du revoir. T'en as côtoyé des ultra riches, Bien sûr, plein. Des oligarques, etc. Des oligarques non, mais des mecs qui ont gagné beaucoup d'oseille. Milliardaires, je suis pas sûr, mais multimillionnaires en centaines de millions, oui. Ouais. Ils sont hors sol ou ils continuent à être un petit peu liés à notre réalité? Il y en a un, je dirais pas son nom. Ça, c'est pas moi qui étais dans l'avion, c'est le jet privé. Une copine à moi qui le croise dans la rue, elle le connaît parce que son fils va à l'école. C'était pas l'avion d'Epstein? Non. Mais je dirais pas le nom. Je dirais pas le nom. Cette personne lui dit qu'est-ce que tu fais ce week-end? Elle lui dit bah, rien de spécial. Ma copine elle a un job intéressant dans l'art, mais pas de quoi se payer des billets d'avion et tout ça. Et il lui dit bah je passe un week-end. Faut que je dise l'endroit, il va se reconnaître peut-être. Je passe le week-end en Sardaigne avec des amis et tout ça. Viens. Ouais, donc elle lui dit pas non j'ai pas l'oseille pour le billet d'avion. Elle lui dit bah tu sais moi j'ai mon fils, bah qu'ils viennent. Non, ça va être compliqué. Et il lui dit, mais non, mais on y va avec mon avion. J'emmène tout un tas de copains, on prend le jet et on y va. On prend le jet et on y va. Le mec a un jet avec 40 places, quoi. Donc elle dit oui. Donc elle se retrouve dans un aéroport parisien privé. Donc c'est le Bourget. Hein. Ouais. Vous avez dit la Coublay, c'est pour Macron. Donc il est Bourget, monte dans l'avion et il part. Arrivé au-dessus de la Corse, ils se mettent en descente pour aller se poser en Sardaigne. Et à ce moment-là, le riche dit merde, j'ai oublié la caisse de vin au Bourget. Ce qui n'a pas l'air d'être un problème normalement. Ah, il dit merde, je leur avais promis, je leur ramenais une caisse de vin. C'est un vin que j'avais ramené de chez. Oh,
pas, ça m'embête, alors comment on va faire? Il regarde l'heure, il dit, il est quoi? 10h30. Ok, ça va être bon. Il dit, mais on va racheter du vin. Non, c'est bon, c'est bon. L'avion se pose, il dit au pilote, tu retournes au Bourget en vitesse. Il y a la caisse de vin qu'on a laissée dans la GECO. En vitesse, tu reprends le machin et tu reviens. Comme ça, on l'aura pour le déjeuner. Le pilote dit, oui, monsieur. Donc, il pose un jet. Et c'est les pauvres qui polluent. Hein. Ouais. Le mec, il pose un jet, il descend, il va chez ses potes en leur disant, j'ai oublié la caisse, mais elle sera là. Bon, allez, au mieux, allez, à 14h au pire, on l'a pour manger. Oh, bah, de toute façon, on va prendre l'apéro. Oui, très bien. L'avion. Là, la caisse. Oh, merci René, tu me feras. Tiens, prends une petite pièce, t'as été sympa. C'est ça, ouais. Ça, c'est être hors sol. Pourtant, le même mec qui lui parle d'écologie, il dit, oh, il y a des problèmes monumentaux. Il faudrait remédier à ça. Et moi, je participe avec telle association, je donnais de l'argent, le même. Donc, il peut être gentil, tu discutes avec lui. Simplement, hop, moi, je suis en moto. Si j'oublie un truc, je fais un aller-retour en moto. Il fait ça en jet. Lui, il fait ça en jet. C'est ça, voilà. Alors, c'est pas tous, voilà, c'est un exemple précis, mais voilà, ça existe. En tout cas, merci On va de... dire merci, on va repartir. Non, il faut vraiment que je me barre là, parce que Ah bah, j'avais plein de questions. Bon, ok, j'arrête de dire merci, j'arrête de te poser les questions, ça sera pour une prochaine fois. Non, mais je reviens avec... sur un sujet spécifique, là, on a refait le sur les communs, sur les communs. Le bien commun, les communs, l'eau potable. Bah oui, je t'ai dit tout à l'heure. L'air, etc. Mais t'avais qu'à brancher ton truc, on en a parlé pendant au moins 2 heures avant qu'on commence à allumer. Au plaisir de te monter sur une OP. De me monter sur une OP. Bah, là, vous allez voir les flics, là, c'est ça? Le siège du LCL, par exemple, comme on avait fait, tu vois, boulevard des Italiens. On rentre, on pousse quelquefois un peu les portes. Voilà. Je suis contre toute forme de violence. Toujours pacifique et bienveillant. On est invité, on tape à la porte, ils nous ouvrent. Après, on rentre. Voilà, c'est tout. On verra. C'est eux qui dirigent le monde, hein, donc autant qu'ils sachent qu'on est là et que on va pas retourner dans les ténèbres sans combattre. On est là. Ils ont du mal à entendre. Non. C'est comme Laurent Berger, tu vois, quand tu es à 3 mètres de lui, là il te regarde. Quand tu fais des manifs, il a rien à foutre. Que les collègues se fassent éborgner, gazer, il n'a rien à foutre lui. Il a sa vie de bourgeois et il est le patron du plus grand syndicat français, point barre. Par contre, quand tu es à 3 mètres de lui, que tu lui expliques que nous on va pas retourner dans les ténèbres sans combattre, et que lui, il est du mauvais côté de la barricade, c'est peut-être le moment qu'il s'en rende compte. Et là, comme par hasard, il commence à bégayer, tu vois. Il a les yeux qui commencent à aller dans tous les sens. Et puis juste à la fin, avant qu'on monte sur scène avec les banderoles, hein, quand même, en chantant, pacifique et bienveillant, il y a son garde du corps qui vient le prendre, et puis on voit juste les semelles. Tu vois. Puis lui, il a pensé à nous. Et il y pense encore. Nous, on pensait à lui. Il parle de vous à la télé en disant c'est des mecs violents, faut pas en parler. Non. On a tout en vidéo pour se couvrir. On est pacifique et bienveillant. La violence, c'est la violence sociale en premier. Et il le sait très bien. Mais tu vois, s'il n'y a pas ce rapport de force, les mecs, ils nous baisent. Et ils vont continuer à nous baiser. Ouais, j'arrête de parler. Il y a un moment. Il y a incorrigible. Force et honneur, les amis. Merci de tout cet échange. Merci, Bruno. Mort à la dette publique, illégitime et odieuse ou pas? Nous on le dit en tout cas. Moi je réponds plus, tu réponds. Couilles, voilà, bah écoute, voilà. Non mais faut que je m'en aille, j'ai d'autres trucs. Allez, ok, mort à la dette quand même. Et puis on lâche rien les amis, force et honneur, et on monte des équipes comme d'habitude. À très bientôt.